Bienvenue sur le Poulga Podcast. Je suis Yann Puget, coach de powerlifting et ex-champion de France moins de 74 kg. Dans ce podcast, je reçois des personnalités du powerlifting francophone et au cours d'un agréable moment, j'échange, je débat et je creuse leur opinion et leur vision du powerlifting grâce à mon expérience pour que vous, passionnés de force, puissiez apprendre et vous forger un esprit critique sur le powerlifting et ses secrets. Lifters, lifteuses, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Poulga Podcast et on va recevoir aujourd'hui Iban pour notre premier épisode. Merci d'être là, Iban. On va parler un petit peu d'auto-coaching, de souplesse notamment. J'ai hâte de savoir un petit peu ton avis sur ces sujets. J'ai hâte de creuser avec toi. Écoute, comment tu vas, Iban ? Bah écoute, ça va très bien. Ça va très bien dans l'ensemble, on va dire. Mhm. Je vais très bien. Maintenant, bon, la période dans laquelle je suis, c'est pas forcément la période la plus fun, Ouais. mais dans l'ensemble, ça va, on va dire. C'est quoi, t'as le dos en ce moment un peu? Le dos, le Ah genou? ouais, bon, depuis le début de l'année, vraiment, j'ai l'impression que c'est merde sur merde. Genre, l'an dernier, j'avais pour objectif d'avoir les minima, donc pour faire les France. Donc Mhm. c'était vraiment, je veux que ça, que ça, que ça. Euh, je réussis ça en septembre, donc je fais les minima qui étaient à 7,20. Ouais. Donc c'était vraiment la dernière compète possible. Genre 2 jours après, c'était fermé pour les qualifs, tu vois. Donc c'était vraiment mention ras du cul. Je fais les France en décembre et là, bon, je fais pas ce que je veux. J'avais une prépa qui était correcte en vrai par rapport à la période. Genre, j'avais 3 mois entre septembre et décembre et je m'attendais à faire beaucoup mieux. J'ai pas eu les jours juste avant les meilleurs jours, tu vois. Genre, j'ai passé Mhm. 20 heures pour faire Bayonne-Marseille, alors que ça devait Oui. prendre 7 heures. Oui, je me rappelle des stories des stories Ah du ouais. train. Ça avait l'air infernal. Non, non, vraiment l'horreur. Mais bon, tu vois, c'est pas comme si je voulais me cacher derrière des excuses de sommeil, etc. Parce que bah, je pense que j'aurais dû avoir un meilleur niveau sur la plateforme. J'ai fait quand même 710, tu vois, mais quand t'as fait 7,23 mois avant, bon, voilà, c'est un peu de Mhm. la merde. Enfin, je considère que c'est une sous-perf factuellement et Ouais. j'aurais pu faire mieux. Mais voilà, il y a quand même un contexte autour. Et après ça, j'étais un peu écœuré, tu vois, parce que je me disais, bon, j'ai passé une année où j'ai vraiment eu que cet objectif en tête. Et mon objectif, c'était même pas de faire une place aux France ou de faire le meilleur total de ma vie ou quoi. C'était, je veux pouvoir avoir la possibilité d'aller aux France. Et rien que le fait d'avoir, tu sais, travaillé pour ça et Mhm. d'avoir atteint cet objectif-là, pour moi, c'était déjà une, une réussite en soi. Ah, les chats qui font du bordel. Oui, les chats ont tout cassé le setup, mais je suis là, je t'écoute, t'inquiète pas. Ouais, c'était déjà, tu vois, une réussite en soi. Et je pense que je m'étais pas, tu sais, je m'étais pas remis un autre objectif derrière de, bon, ben, je veux faire tant de kilos ou alors je veux faire Mhm. tant de plus, etc. Donc en fait, l'objectif d'aller aux France était déjà réalisé et derrière, bah, après la compète, donc fin décembre, il y avait un peu les fêtes de famille, tout ça, tout ça. Et pour me refoutre un coup de pied au cul, c'était compliqué pour Mhm. tu sais, relancer la machine. Et à ce moment-là, j'avais des douleurs déjà de genoux depuis 6 mois que j'ai eu style juillet-juillet de l'an dernier. Mhm. Et donc gérer l'entraînement à peu près pour revenir sur un niveau correct sans aggraver les douleurs. Mais je prenais pas, tu sais, j'ai pas pris 3 pas en arrière pour en faire 5 en avant, tu vois. Je me suis dit, vas-y, Mhm. je vais essayer de mitiger le stress pour jamais que mes douleurs soient trop élevées, sans les prendre vraiment à la base, tu vois. Mhm. Et en fait, là, du coup, on arrive maintenant où, bah, il y a 2 mois, je me suis fait mal au dos. Il y a 2 semaines, je me suis refait mal au dos. Et Mhm. ça dure qu'une semaine à chaque fois, tu vois, qu'une semaine où je prends un temps mort et après je peux redémarrer la machine. Mais tu sais, Drainant. tu repars dans le même truc et tu repars dans le même truc et c'est chiant. Et C'est ça, début non, de d'année, ouf. là, je me suis fait opérer des dents de sagesse, genre, euh, peut-être en avril, non, en mai, et après en Mhm. juin. Donc en fait, c'est plein de fois où je dois redémarrer et ça me fait faire un pas en arrière, un en avant, un en arrière, un en avant. Du coup, c'est un peu usant mentalement, tu vois. Ouais, carrément. Bah, pour le coup, je me reconnais assez bien dans le parcours. Moi, j'ai l'impression d'alterner un peu les phases comme ça depuis que j'ai gagné les France en 2024. Depuis que j'ai gagné les France, genre, entre guillemets, je m'étais tué à la tâche parce que j'ai fait plusieurs fois troisième, deuxième au junior. Et là, je savais que j'avais l'opportunité de gagner et tu sais, j'enchaînais un peu les prépas où j'y allais comme un chien, quoi. J'y allais avec le couteau entre les dents. Et du coup, au final, quand j'ai réalisé l'objectif, pouah,
c'était fait. Ensuite, il fallait enchaîner les Europes. La prépa Europe, c'était pas de ouf passé. Ensuite, j'avais essayé de faire le showdown 2 semaines après. C'était galère. Et en fait, depuis, j'enchaîne un petit peu les périodes où je me prends un petit bâton, un petit pic quelque part. Je me dis que quelque part, il faut que je repose tout, que je remette un petit peu en question potentiellement ma technique, ma programmation, machin truc, que je fasse l'effort de prendre le temps de revenir progressivement jusqu'à un soi-disant prime, etc. Et à chaque fois que j'y reviens, bam, je me remange le même truc et du coup je repars avec de nouvelles conclusions, des nouveaux trucs, etc. Ouais. Et on sait à quel point c'est drainant. Ouais, C'est en fait, c'est ça, drainant. c'est usant, tu vois. Ouais, de ouf. Moi, c'est pareil. Parce... J'ai jamais des gros trucs qui m'incapacitent pendant longtemps. C'est des trucs où, comme toi, ça prend une semaine à être à peu près revenir à des charges correctes, etc. Mais par contre, tout le processus qu'il faut mettre en place à chaque fois Mhm. sur la progressivité, c'est un enfer. Ouais, et puis en fait, t'as toujours ce truc de, bah, moi, tu vois, si jamais je me dis, bon, ok, j'ai 6 mois à faire et après, pendant un an, j'aurai plus rien, je pourrais pousser vraiment sans me poser de questions, ce serait trop bien, tu vois. Mais Mm. si tu te dis, bon, ben là, c'est 3 semaines à aménager, après tu redémarres un bloc, tu reconstruis une dynamique, et le deuxième bloc où tu te dis, bon, ben c'est maintenant qu'il faut exploiter, là, tu reprends un ish, tu vois, Mm. c'est dur, quoi, tu vois. Et c'est ce truc de, en fait, c'est parti, mais c'est encore un peu là, mais ça peut revenir à tout moment, tu vois, c'est chiant, c'est sournois, en fait. Complètement, complètement, complètement. Et ça me fait penser. J'ai abordé un peu ce thème-là avec un de mes athlètes là qui sortent des France juniors et sur lequel j'ai volontairement un peu calmé sa programmation en mode bon, je sais que ça va te faire chier, que tu vas te faire chier, etc. Mais lui, il a enchaîné genre 3 prépas pour se qualifier et faire les France. 3 prépas d'affilée, genre une première compète. On se dit, waouh, en fait, il y a l'opportunité. Une deuxième compète, il se qualifie. Et après, la troisième compète, les France. Donc, En je combien de temps, dis, en ça? fait, ça en. Je crois qu'il avait 3, ouais, 3 semaines entre les deux compétitions. Il fait une compétition, on se dit, ah, en fait, Banger, t'es un peu plus fort que ce qu'on pensait. Il y a peut-être moyen de se qualifier. Si on prend un peu plus de risques sur un match, ça peut le faire. 3 semaines après, du coup, on réussit à se qualifier. Et après, il y avait 6 semaines pour les France, Ok, il me ouais, semble. donc c'est un bon Donc, c'était rythme. un bon rythme. Et forcément, Ouais. il a eu trop l'habitude d'avoir un peu l'épée de Damoclès qui tourne autour de sa tête. Et en mode, il doit foncer, 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 foncer. Et il était tellement dans cette mentale-là qu'il était inarrêtable. Et même après les France, il était en mode, ouais, allez, vas-y, go, 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 c'est trop dans un élan. Et moi, je l'ai coupé volontairement pour éviter qu'il tombe dans une phase de surplus et justement qu'il commence à faire la blessure, puis le comeback, puis le machin, puis le truc. Et là, on a eu la discussion récemment dans son retour. En fait, du coup, il se démotive pour les entraînements parce qu'il a tellement plus d'objectifs et c'est tellement bas qu'il est en mode, ah, je me fais chier. Au final, je m'investis moins dans les séances. Et au final, est-ce que c'est pas négatif? J'ai dit, bon, on a pris un petit peu le temps. Je lui ai expliqué que bah, moi, c'était quelque chose que je peux ressentir aussi dans les séances, enfin, que c'est prévu, que c'est normal, que tout le monde est plus ou moins censé ressentir ça, même dans d'autres sports, fameuse dépression post-marathon. Maintenant, moi, ce que j'ai mis en place, genre récemment pour faire ça, c'est cette année, je me suis dit, je vais faire plein de compétitions. Plein de compétitions en mode où je vais pas. Bon, après, ça, je me mens un peu à moi-même, hein. Je Je veux veux pas dire, performer et en fait, voilà, si, si, je voilà, veux performer. exactement. Je peux pas performer, mais bon, dans la Attends, je peux te faire un finalité, je suis PR? toujours Ah. en mode ah, let's go. Ouais. Mais par contre, tu vois, j'avais mis en place le même truc que tu avais dit en mode après les Europes. En soi, j'ai fait le showdown que j'ai raté lamentablement. J'avais rien jusqu'aux France, donc j'avais une grosse, grosse période. Et en fait, ça a été limite pire pour moi d'avoir cette période-là parce que j'avais tellement de temps pour construire qu'en fait, je suis monté sur un niveau de fou, mais beaucoup trop tôt pour les France, tu vois. Et du coup, j'ai pas réussi à faire ce truc-là où en mode, tu sais, je séquence la prépa en deux et j'avais l'impression d'avoir genre 8 ou 9 mois de prépa et en fait, ça m'a foudroyé. Ce que je fais cette Ouais. année, c'est que du coup, j'enchaîne les petites compètes. Pour l'instant, ça s'est pas super bien passé pour moi, mais on va dire dans l'entraînement, ça fait du bien quand même au final parce que ça me permet de repasser par les processus où je redescends, mais toujours avec le petit truc de me dire dans pas longtemps, j'ai la carotte, j'ai la récompense, et du coup j'arrive plus facilement à me tempérer en sachant que bientôt, si je fais bien les choses, j'aurai mon heure de gloire, quoi, entre guillemets. En fait, tu vois, c'est ça le truc qui est compliqué, c'est euh, si jamais ta compète elle est trop loin, tu Mm. peux
ne pas avoir, tu sais, c'est pas suffisamment proche pour que tu te mettes un coup de pied au cul en mode bon, ben en fait, j'ai 4 mois et là, il faut que ça compte. Bah non, si t'as un an, est-ce que tu vas réussir à te la donner pareil dans les 4 prochains mois? Ça dépend des caractères, je pense. Hmm. Moi, c'est trop loin, tu vois, c'est pas assez Ouais. tangible. Mais en même temps, si j'ai 4 mois et que je me dis j'ai une compète dans les 4 mois, mais j'ai pas envie de faire une compète en mode je suis spectateur, tu vois, genre j'ai envie d'être bon. Hmm. Donc si je fais que en enchaîner des 4 mois pour que ça me donne un objectif, mais que je suis constamment en train d'enchaîner, au bout d'un moment ça va péter et genre je vais pas avoir envie de back off. Et si je dois attendre un an ou 6 mois, bah, c'est tellement loin que je vais pas faire bien ce travail de hors saison, tu vois, de ok, bah, je vais reculer un peu. Tu sais, je dis pas, vas-y, je vais faire du front squat et de l'aerox, mais Ouais. je vais prendre soin des blessures que j'ai, etc. Mais je vais pas le faire en prévention Hmm. parce que je me dis, bah, c'est du temps que je peux passer à progresser, tu vois. Donc, ce truc de. En plus, je pense que mentalement, c'est vraiment. Si t'as des compètes qui s'enchaînent, le mental, il te tient de fou et il peut vraiment diminuer tes sensations douloureuses, tu vois. Oui, 100%. Genre, tu te dis, ok, bah, dans un mois et demi, il faut que je performe. Et je peux serrer les dents, en fait. Et littéralement, tu sens moins les signaux douloureux. Et une fois que la Hmm. compète elle est passée, t'as l'impression que tu te fais rouler dessus, tu vois. Et là, t'as mal au dos, et là, t'as mal au genou, et là, t'es en mode, oh, mais y a rien qui va, c'est pas possible. Et le fait de se remettre dans le bain assez vite, de se remettre un objectif, de structurer tout ça si tu peux, si t'arrives à le faire intelligemment et tout, bah, je trouve que tu peux avoir tous les bons côtés de c'est bon, t'as bien fait ta prépa, et maintenant, c'est le temps de se reposer, mais de s'entraîner quand même, tu vois, c'est juste Hmm. différemment. Ouais, carrément. Ça, Carrément. c'est dur à faire, je trouve. Ouais, 100%. 100%. Et ça, c'est une idée qui se développe un petit peu au niveau, j'ai l'impression, SBD Forever Coaching. En tout cas, j'entends ça dans leur podcast. Et moi, je suis coaché par Coco, donc forcément. J'ai, euh, J'essaie d'expérimenter le fait de, tu sais, tu fais une compétition. Tu as quand même des objectifs où tu veux performer. Mhm. Mais tu essaies de passer par un processus où tu te la colles pas comme un fou furieux pour pouvoir performer. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et j'ai l'impression que ça peut marcher. Moi, je l'ai pas encore 100% vécu, donc ça reste que du théorie crafting pour moi, malheureusement encore. Mais je trouve ça intéressant, tu vois, d'avoir ce truc-là où tu te dis, je vais arriver à la compétition, je vais essayer de vraiment de faire un beau PR total, etc. Mais dans la prépa, j'essaie de pas être en mode fou furieux et j'envoie des trucs de fou et machin. Et j'accepte de, tu sais, potentiellement faire des formats assez faciles et des séances assez faciles qui vont quand même peut-être me faire arriver en forme. Et je pense à ça en parallèle, mais euh, je peux spoiler, je pense. Je vais avoir Eliam dans le podcast aussi. Et enfin, c'est un truc qui m'a pas mal inspiré, c'est de le voir tirer 397 en mode quasi lock, alors que le bouc est resté blessé pendant longtemps. Typiquement, lui, je pense qu'il a profité de ce que tu disais juste avant. Plus la compète se rapproche, et apparemment c'est un truc chez lui qui se répète pas mal dans ses patterns, plus ça se rapproche et plus ses douleurs vont bien. Donc je pense qu'il y a un truc aussi de l'objectif il se rapproche, il y a de plus en plus d'adrénaline et ça joue en positif sur les douleurs. Mais c'est intéressant de voir qu'au final, bah, il a pas pu faire une prépa avec des objectifs de fou et des formats de fou. Et malgré tout, le jour il arrive, il tire 3,97, ce qui est un énorme PR pour lui, tu vois. Donc c'est assez intéressant et je suis curieux de voir ça à l'avenir sur moi ou sur d'autres athlètes, genre de mode qu'est-ce qui se passe si tu prépares une compète sans préparer une compète, tu vois ce que je veux dire, genre sans Ouais. y mettre plus que ça, quoi. Ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que là, tu vois, quand tu dis, je pense, ne pas forcément s'entraîner comme un fou furieux, moi, je l'interprète, je sais pas, dis-moi si je me trompe, hein, mais je l'interprète en mode, je vais pas aller foutre intensité à balle et du coup, mettre des charges trop lourdes tout le temps. Et moi, je suis quand même, enfin, j'ai une approche conservatrice, on va dire, même si ça dépend les profils toujours. Il y en a qui aiment se la coller. Hmm. Et je suis persuadé que t'as pas besoin de t'entraîner méga lourd, ou en tout cas sur des RPE méga élevés. T'as pas besoin de ça trop souvent pour progresser. Maintenant, il faut quand même que tu aies la possibilité de savoir où est-ce que tu te situes par rapport à tes capacités. Tu vois, si jamais tu fais full RPE 7, est-ce que tu peux progresser? Oui. Hmm. Mais est-ce que tu pourras progresser sur du suffisamment long terme? Je sais pas. Au bout d'un moment, il faudra peut-être pousser. Mais est-ce que tu auras la possibilité de grind quand tu vas faire un RPE 10 et est-ce que ta technique va pas se plier en 4, tu vois?
Genre, faut quand Hmm. même cette exposition à du lourd et tout. Mais Eliam, je pense que, et moi je faisais souvent le comparatif de Eliam et Corentin justement, je pense que Eliam, de ce que je vois de son entraînement, il a l'air de s'entraîner assez submax, et Coco peut-être plus dans la difficulté, tu vois. Hmm. Et en fait, tu vois que bah, y a pas forcément un qui est meilleur que l'autre, puisque les deux sont forts. Donc, tu sais, tu te dis, bah, peut-être des fois, si jamais ça fait trop longtemps que tu t'entraînes sur max, essaie de t'entraîner avec plus d'intensité. Et si ça fait trop longtemps que tu mets full intensité, etc., peut-être essaye aussi ce max pour voir si jamais ça peut fonctionner. Hmm. Mais ouais, je pense que tout le temps pousser à balle, au bout d'un moment, ça va péter. Mais si tu t'entraînes tout le temps ce max aussi et que tu fais full volume, ça peut péter aussi. Je pense pas que t'es, euh, t'es, t'es à l'abri de te blesser, tu vois. Genre, il va forcément Hmm. t'arriver un truc à un moment donné, tu Ouais, complètement. Ça me fait penser, c'était une question que j'avais notée pour après. C'est une question que je me suis posée récemment avec un de mes athlètes, Johan, qui lui a toujours. Genre, il arrive sur les compétitions, il a un niveau de fou par rapport à l'entraînement. Et après la compétition, il est détruit, tu vois. Exactement ce que tu disais tout à l'heure. Euh, et mais il arrive quand même à progresser, tu vois, malgré tout. Et je me disais, je lui faisais la réflexion l'autre jour, en fait, à quel point est-ce qu'on pense, peu importe la manière dont tu t'entraînes, genre en mode soit full intense, soit full truc, etc., tant que bon, le stress d'entraînement est quand même significatif pour te faire vois. Ouais, progresser, quand on est même, là. à quel point le plus gros levier, en fait, c'est juste le temps. Genre, à quel Ah, point ta période de pratique, tu vois, tu veux Ouais, dire? c'est ça, genre en mode, imaginons si on pouvait quantifier la qualité de ton entraînement, à quel point s'entraîner genre au 100% de ce que tu peux faire, de ce qui est la limite pile poil du stress que tu peux supporter et être dans l'optimisation absolue, versus être, bah, comme tu dis, un peu plus conservateur et mettre peut-être 85-90% de ce que tu es capable de faire et te laisser volontairement une marge de manœuvre. À quel point en fait le coefficient multiplicateur c'est surtout le temps, genre c'est surtout le temps qui va faire la différence. Donc un athlète qui sera à 100% et un athlète qui sera à 90, tu leur laisses tous les deux 6 mois, peut-être qu'ils en seront au même endroit et que finalement tu peux pas tant que ça forcer l'accélération de ta progression par l'optimisation ultra poussée de la programmation. Ouais, je pense que si jamais tu devais choisir une échelle de 6 mois, je pense que la personne qui s'entraîne plus intensément, elle aurait de meilleurs résultats parce que je me dis, c'est Hmm. tellement court que tant qu'à faire, il vaut mieux que tu tires le plus de potentiel de cette Oui, période. ouais. Mais si tu me dis c'est sur 5 ans, je pense que genre t'as plus de risques à t'entraîner à fond. Et donc, si jamais tu as deux blessures de plus que la personne qui s'entraîne à 90%, bah finalement, tu as Hmm. passé le même temps à t'entraîner dur. Et donc, en gros, le résultat à la fin, c'est quasi le même, tu vois. Mais Hmm. après, tu as des côtés positifs et négatifs aux deux. Vouloir pousser tout le temps, bah, tu vas potentiellement plus t'exposer à des blessures ou des douleurs. Mais vouloir pas assez pousser, bah, tu peux laisser des gains sur la table, tu vois. Hmm. Et qu'est-ce que t'en sais que t'es pas en sous-entraînement et que tu pourrais gagner plus? Enfin, tu vois, c'est ça qui est difficile aussi. Ouais, Tu peux pas carrément. savoir exactement, quoi. Je pense que ça dépend de ouf de la période dans laquelle tu es. C'est une discussion que j'avais eue en appel avec Coco, c'est genre parce que moi du coup je me posais la question en fait, est-ce que je suis pas en train de perdre la fougue de la jeunesse, tu vois, en mode Ah, moi je me peut-être. voyais quand j'étais plus jeune, pas forcément en termes d'âge mais en termes de pratique, quand j'avais moins d'années de pratique, bah j'étais plus en mode tu sais insouciant, je bourrine comme un porc et c'est peut-être m'entraîner aussi dur, c'est peut-être ce qui m'a projeté aussi loin. Je parallèle avec Possible. Coco, c'est un peu pareil, tu vois, il s'entraînait comme un fou furieux. Et est-ce que c'est ça qui l'a emmené aussi loin ou est-ce que s'il s'était entraîné plus light, il serait quand même arrivé aussi loin, aussi vite? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que il y a un peu ce truc-là, et c'est un peu la conclusion auquel on était venu dans l'appel, de se dire en fait, bah oui, ça dépend du temps de pratique et il y a entre guillemets, il y a un temps pour tout. Faut s'adapter aussi à qui tu deviens en tant qu'athlète. Bah peut-être au début, peu importe ton niveau, tu peux faire un peu plus le fou parce que tu es jeune dans la pratique, tu n'es pas encore trop limité par rapport à ce que tu es capable de faire. Tu as encore de la marge de manœuvre sur des découvertes techniques ou peu importe. Et plus tu avances et plus si tu commences à avoir des pépins, etc., faut savoir optimiser ta progression, etc. euh, je montre le chat pour ceux qui nous écoutent, c'est pour ça qu'on rigole, le chat qui vient me rendre visite. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdu du coup. Ouais, que en gros, ça dépend un peu de où t'en es dans ta pratique, Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Et au final, bah, quand t'es plus avancé,
Il faut réussir à trouver les leviers qui font que tu continues à bien progresser et tu continues à performer au moment où tu le veux. Je pense pas que ça veut dire que tu progresseras moins parce que t'es moins fougueux, quoi. Mais je Ouais, pense que ouais. c'est des étapes. Mais tu vois, moi, j'admire un peu ce truc-là chez certaines personnes qui sont, tu sais, elles sont animées, quoi. Tu sais, Hmm. et ça se voit qu'ils ont la dalle, en fait. Et je me dis des fois, putain, peut-être je manque d'ambition, juste, et ça me retient en arrière, juste de... Parce que, tu sais, par exemple, t'en as qui sont très compétiteurs, mais Hmm. compétiteurs en fonction des autres, genre, qui se disent, bon, bah là, cette personne, elle est là, vas-y, je veux aller la rattraper et tout. Et moi, depuis le début de la pratique, j'ai beaucoup plus été du style, je veux faire mieux que ce que j'ai déjà fait, ou alors je veux être meilleur que ce que j'ai été. Et en fait, bah, Hmm. c'est bien, genre dans l'absolu, tu veux être meilleur, donc tu vas aller vers le mieux, mais c'est pas assez tangible, tu vois. Genre, tu veux être meilleur, d'accord, mais dans combien de temps? Dans 6 mois, dans 4 ans? Tu vois, je peux être meilleur dans 4 Hmm. ans et avoir rajouté 5 kilos dans mon total. Et c'est nul parce que j'ai perdu du temps. Donc, des fois, je trouve que cette fougue de vouloir aller constamment chercher plus, 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 et ça drive de fou et ça permet aux gens de progresser beaucoup plus vite, je pense. C'est Hmm. juste que bah, si jamais ces gens-là ils sont pas coachés, ils vont se brûler les ailes. Et si Ouais. jamais le coach il est à fond dedans, pareil dans la même idée, ouais, ça va faire un combo abusé sur les premiers mois et derrière tu vas prendre un mur. Donc Ouais. je pense que genre faut vraiment que tu t'adaptes à la personne et quand il faut être en pleine fougue, en pleine fin de prépa et tout, let's go. Et après canaliser ça et dire ok vas-y, ça fait partie d'un plus grand plan. Faut qu'on prenne un peu de recul et y aller un peu plus tranquillement, tu vois. Ouais, carrément. Carrément. Là-dessus, je vais te questionner un peu, du coup, en tant qu'auto-coach de toi-même, en tant que Ouais. coach de toi-même, comment tu fais pour toi-même. Mais juste avant ça, je rebondis par rapport à, tu vois, les motivations, le fameux pourquoi. Euh, Pourquoi tu fais la FA, tu vois. Moi, par exemple, je pense que si on fait un peu une psychanalyse de comptoir sur moi-même, moi, si je donne la conclusion directe, je pense que je pourrais être aussi fort que je veux. S'il y a personne pour le voir, je m'en fous. C'est-à-dire Ok. si par exemple si je suis plus fort que Austin Perkins, mais que je peux le montrer à personne, j'en ai rien à faire. Moi, ce qui est Ouais, genre super t'es trop important, content, quoi. non, le contraire. Genre, je m'en Non, fous mais d'être t'es plus. trop content d'être fort, quoi. Juste d'être fort. Non, même pas. Moi, ce que je veux, c'est montrer aux autres que je suis fort. Mais si je Ah, suis ok. super fort Ah, et que je peux d'accord. pas et que je peux pas le montrer aux autres, ça n'a aucun intérêt pour moi. Ok, ok. Réellement, tu vois. Bon, je sais pas si c'est inscrit dans mon génome comme ça ou si c'est mon parcours, mais tu vois, moi, par exemple, je pense que peut-être à l'école, moi, ça se passait pas très bien pour moi. Genre, j'étais pas très bien dans le système scolaire, tu vois, le fait d'être assis, etc. Enfin, bref, ça me correspondait pas trop. Et du coup, j'étais toujours un peu le dernier de la classe. Ça a jamais redoublé ou quoi, mais voilà. Et je pense que j'ai peut-être développé un petit complexe par rapport à ça. Je l'ai vu notamment quand je suis rentré en BPGEPS en formation pour devenir coach. Genre, j'avais envie Ok. d'être premier absolument dans toutes les matières. Parce que je me dis, Ok. vas-y, maintenant c'est mon game, c'est à moi Ok. d'être le premier, tu vois ce que je veux dire? Et moi, je pense que j'ai vachement ce truc-là de j'ai besoin de prouver aux autres que je suis fort, tu vois. Et Ok. du coup, ça sonne assez horrible de le dire comme ça, mais si je suis honnête avec moi-même, c'est purement ça. Genre, je pourrais être très très fort si je peux pas soit le montrer aux autres via les réseaux ou peu importe, soit le montrer en compétition, ça a aucune valeur pour moi. Genre, si je suis tout seul dans mon garage et que je terre 3,50, j'en ai rien à faire, tu vois. Ok. Si je peux pas le poster, je m'en fous. Ok. Genre, moi, c'est vraiment le rapport aux autres qui me drive et qui va faire que j'ai la dalle et que je veux faire plus et que je veux être plus fort que les autres. Ah, bon, après, on va continuer dans la psychologie de comptoir, mais je sais pas Hmm. jusqu'à quel point c'est sain ou malsain, mais si t'as ce drive-là, par rapport à quelqu'un qui ne l'a pas, je suis persuadé que t'iras plus loin. Hmm. Tu vois, genre, si le mec, il est en mode, là, pour les cours, etc., moi, je te donne mon exemple. Ouais. J'ai pas été, tu vois, j'ai pas poussé des études ou quoi, parce que je suis parti dans un cursus, genre, dans l'élagage, etc., qui avait rien à voir. Mhm. Mais, euh, si j'avais les capacités de faire ce qu'on me demandait avec le moindre effort, je faisais ça. Genre, j'avais Ouais. pas envie de faire plus d'efforts que ce qui était nécessaire pour passer le truc. S'il y en a 15 personnes qui sont devant moi, je m'en fous complètement parce que j'ai quand Hmm. même passé le test en faisant rien du tout, tu vois. Donc, j'ai plus une mentalité de branleur, donc, de ah ben ça passe, bah vas-y, je fais rien. Ce truc de compétition, je l'ai pas. Donc, je me compare pas aux autres de ce côté-là. Donc, tu pourrais dire ah c'est cool, t'as pas la comparaison, donc tu te minimises pas par rapport aux autres, blablabla.
Ouais, mais j'ai aussi pas les efforts derrière. Genre, Hmm. je ne vis pas à mon plein potentiel du coup, parce que y a rien qui me drive, tu vois. Et c'est dommage, Hmm. je trouve. Ouais, bah Bah, ouais. t'as les capacités de faire un truc et tu le fais pas. Juste, t'es en mode, bah, ok, bah, flemme. C'est dommage, je trouve. Ouais, carrément. Bah moi, je dirais, je suis comme toi sur les sujets qui m'intéressent pas. Sur les trucs où j'en ai rien à Ok. faire, si je passe avec le minimum, je m'en fous, tu vois. Genre, par exemple, les Mhm. classes de collège, lycée, j'en ai rien à faire tant que je l'ai et que tant que tu me fais pas retaper et que tu me tapes pas une année de plus, voilà. Mais Ouais. par exemple, bah, tu vois, comme je te disais, dès que je suis rentré en formation de coach, fallait que je sois premier parce que j'avais l'impression que c'est mon game, tu vois. Le sport, c'est Ouais. mon terre-terre. Il faut que je me fasse respecter, tu vois. Il faut que je sois Ouais, ouais. le GOAT. Ce qui était pas le cas. J'avais fait major de promo sur je crois sur les concours d'entrée, mais Ok. pas sur les concours de fin. Donc je me suis fait éteindre. Je n'ai pas gagné Ok. la compète. Mais Ouais, après, là, sur des trucs comme ça ne donne pas non plus ta qualité. C'est pas parce que t'es genre derrière quelqu'un que tu seras un moins bon coach, tu vois. Genre, il y a des ouais, critères. ouais. Donc, bon. Mais en vrai, là, pour le coup, c'est bien parce que tu sais que ça va être ton taf et que donc ça implique derrière que tu vas t'occuper des gens d'une bonne manière ou non, tu vois. Ouais, Donc, carrément. c'est important d'être compétent, quoi. Carrément, carrément. Et moi, enfin, pour le coup, le fait de me comparer aux autres, etc., parce que c'est le truc sous-jacent, j'ai pas de mal à le dire parce que pour moi, je l'ai jamais ressenti comme quelque chose de toxique. C'est-à-dire, Ok. moi, par exemple, je peux être envieux de quelqu'un. Genre, je peux me dire, ah putain, j'aimerais bien être aussi fort, ou j'aimerais bien avoir les bras longs comme lui, ou des trucs comme Ouais, ça. ouais. Mais je suis pas du tout jaloux, par contre. Genre, je me Ok. dis jamais, ouah, celui-là, je le déteste, il est plus fort que moi ou quoi. Genre, j'ai pas du tout de sentiment, par contre, toxique par rapport aux autres. Genre, j'ai vraiment envie d'être meilleur. Ça compte vraiment pour moi intrinsèquement d'essayer d'être meilleur que les autres et de le montrer. Mais ça fait pas quelque chose pour autant de toxique. Genre, j'ai pas l'impression d'être rongé par ça ou d'être malsain à cause de ça ou peu importe. Ouais, mais du coup, genre, ça te drive de te pousser. Mais si jamais t'atteins pas cet objectif-là, est-ce que tu le vis mal ou pas? En prenant en compte que t'es mis tous les efforts pour l'atteindre. Bah ouais, mais ça, je pense que peu importe. Tu fais comme toi, tu l'as dit tout à l'heure. Si tu mets beaucoup d'efforts pour atteindre quelque chose et qu'à la fin tu l'atteins pas, t'es dégoûté quoi. Ouais, Enfin, t'es dégoûté, mais en fait, t'aurais pas pu faire mieux. Donc Ah, en ça fait, c'est sur le moment, t'es en compliqué. mode, oh, Ouais. le résultat, je l'aime pas, fait chier, j'aurais préféré gagner, mais j'ai rien pu faire d'autre, quoi. Au moins, t'as une forme de paix avec l'effort que t'as fourni. Ah, moi, je pense que j'aurais jamais ça, par exemple. La Ok, paix de me dire, ouais, vas-y, j'ai tout donné sur la prépa, etc. Si j'ai pas. Bon, si je fais le match de ma life et qu'il y a juste un mec qui est plus fort que moi, il y a juste un mec qui est plus fort que moi, ouais, voilà. ça, je suis en paix avec ça. Mais par contre, Bah, c'est plus ça que je veux dire, tu vois. ouais, ça, ouais. Oui, si moi j'ai fait ce que je considère pour moi être une très très bonne performance, là, je suis tout à fait dans l'acceptation du fait qu'il y a eu quelqu'un de plus fort que moi. Et je serais toujours dans le truc de me dire, d'accord, il a gagné cette bataille, mais t'as capté, Ouais, ouais, ouais. sur le long terme, je vais venir le grappiller. Et moi, là, je suis sur une bonne dynamique, j'ai fait une bonne compète. La prochaine, je vais faire encore mieux, encore mieux, encore mieux, encore mieux. Et sur la longue, je vais le gratter et je vais finir par être plus fort, tu vois. Donc moi, j'ai Ouais, pas ça de souci n'empêche pas avec ça. de. Par contre, si je suis pas à la hauteur de ce que j'aurais aimé être sur le moment, je vais me dire, putain, où est-ce que j'ai merdé, où est-ce que je peux m'améliorer surtout. Ouais, ouais, non, mais complètement. Et puis dans un truc où tu mets autant d'efforts au quotidien et où ça compte, c'est normal d'être dégoûté quand Mm. t'arrives pas à faire ce que tu veux, tu vois. Je trouve que c'est normal. Si jamais tu te dis, ah bah non, je m'en fous, bon, c'est pas gênant, c'est que bah ça compte pas forcément, je trouve. Tu vois. Mm. Alors, si ça Ouais, compte, c'est carrément. obligé que ça te fasse chier. C'est obligé. On espère, on espère. Quand même, Ouais. sinon c'est un peu bizarre. Du coup, ouais, pour embriguer un peu sur le sujet de l'auto-coaching, du coup, toi, comment tu fais justement bah, pour te driver et pour mettre genre les bons objectifs en place, genre les objectifs. Comment tu te dis que ça, c'est le bon objectif qu'il faudrait viser, par exemple? Comment je me donne un bon objectif qu'il faudrait viser? Moi, la vue d'ensemble, c'est je veux être plus fort. Mhm. Donc, l'objectif, il sera toujours lié à ça. À je veux être plus fort. Ensuite, c'est bon, ouais, je veux être plus fort quand? Je compte pas faire de la force jusqu'à 60 ans. Donc, Mhm. il y a quand même une restriction de temps, tu vois, je sais pas encore exactement jusqu'à quel âge, mais il y aura un moment où ça va s'arrêter, tu vois. Ou en tout Mhm. cas, les perfs elles vont commencer à diminuer et là, ça deviendra impossible de faire le meilleur total. Donc, comment je me projette sur les objectifs que je me fixe?
Bah, là, depuis les France, j'ai pas correctement effectué ce truc-là, donc Ouais. on va dire que je suis pas dans la meilleure situation pour te donner la bonne réponse. Mais je pense que le mieux, c'est de se dire, bon, ben, en tout cas pour moi, j'ai une compète là. Pour arriver en forme à cette compète là, il faut que le bloc avant je fasse ça, le bloc avant je fasse ça, le bloc avant je fasse ça. Et du coup, là, maintenant, ça m'amène maintenant à faire ce que je dois faire, du coup, pour être bien le bloc d'après, le bloc d'après, le bloc d'après, tu vois. Hmm. Pour être un peu plus concret, là, si je me dis que j'ai envie de faire une compète en fin d'année, Ouais. je sais que il faut que j'ai au moins trois blocs productifs avant ça. Et pour avoir ces trois blocs productifs avant ça, il faut que j'arrive sain au niveau du dos, au niveau des genoux. Et donc, il faut Hmm. que je puisse mettre une quantité de travail déjà efficace à ce moment-là. Donc là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que je dois faire? M'occuper absolument des douleurs que j'ai et qu'elles disparaissent le plus vite possible pour que je sois apte à tanker le reste, tu vois. Hmm. Mais j'ai pas de, le truc qui était bien avec les minima, c'est qu'il y avait un total, tu vois. Il y avait un truc de, bah, ok, j'ai ça à viser et j'ai pas d'attache particulière avec ce chiffre personnellement, mais je sais que c'est ça que je dois taper si je veux avoir cette possibilité d'être au championnat de France. Hmm. Alors que maintenant, vu que tu as ce truc de, t'as fait un minima, c'est cool, mais tu as une sélection derrière parmi les meilleurs, bah là, tu dois te comparer aux autres, du coup. Genre, c'est le seul truc qui compte. Si tu veux atteindre cet objectif-là, que tu aies fait les minima ou non, c'est pas Hmm. qu'on s'en fout, mais s'il y a 25 personnes devant toi, tu fais rien. Donc maintenant, là, c'est plus, ça implique de se comparer aux autres. Et moi, Hmm. j'ai pas encore fait la transition, tu vois, il faut que je regarde ce que les autres font pour me dire, bah, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ouais. Ok. Donc là, si je récap, là, t'es plus dans l'objectif en mode, du coup, tu sais que t'as une compète en fin d'année. Là, c'est le Ouais, cas. je pense faire une compète vers la fin de l'année. Et du coup, là, tu te projettes sur X semaines pour essayer de résoudre un peu tes problèmes en essayant de te timer sur la compète pour te laisser trois blocs avant, quoi. Ouais, en gros, c'est ça. Mais tu vois, pour cette compète, j'ai pas un objectif de me dire, là, maintenant, tout de suite, je me suis pas fixé un objectif, de me Hmm. dire, je veux tel total absolument. Parce que comme ça fait un moment, ça fera un moment que j'ai pas fait de compète, si j'arrive à cette compète-là avec une pression de performer, de me dire, oh, si je fais pas ça, ça va être mauvais et tout, je vais en faire une montagne, tu vois. Hmm. Et j'ai déjà fait une croix sur le fait que cette année, et j'en sais rien des années suivantes, mais cette année, j'ai absolument pas le niveau pour faire quoi que ce soit en national, que ce soit national ou fédéral, tu vois. J'ai pas le niveau, Hmm. c'est comme ça. Et ça me dérange pas plus que ça parce que je sais pourquoi j'ai pas le niveau, tu vois. Hmm. Donc je sais qu'il faut que je fasse des actions pour améliorer ça, mais c'est juste pas le moment, c'est pas grave, tu vois. Ouais. Ok. Si je me souviens bien, tu t'es fait coacher par une seule personne dans toute ta vie et qui est. Alors, je me Ouais, suis fait dis-moi. coacher, je pense, en 2020, parce que je crois que c'était pendant le Covid, Ouais. par un mec qui faisait pas de la force. Ok. Et il m'avait fait 3 blocs, 3 mois du coup, d'une prog hybride muscu-force, tu vois. Mais c'était pas un mec Ouais. qui faisait de la force, il connaissait ça de loin, et du coup, c'était le classique 5x5, 3x3, tu vois. Hmm. Et du coup, j'ai eu des résultats parce que j'étais encore débutant, tu vois, dans le process. Ouais. Mais la seule vraie personne qui fait de la force par qui je me suis fait coacher, c'est Parna. C'est Pana. Ouais. Et ça, Et ça s'est terminé quand, ça? c'était, je pense, de juillet 2021 à juillet 2022. Donc pendant Ok. un an. Ok. Je crois que c'est ça. Parce que je crois que ça fait 4 ans que je me coach solo. Et dire 4 ans, c'est un long horizon. Est-ce que des fois, tu as cette envie-là de te dire, putain, j'aimerais bien être coaché par X ou Y, ne serait-ce que par curiosité de voir comment il fonctionne? Ou est-ce que tu es bloqué dans le truc de non, je pourrais pas laisser le truc entre les mains de quelqu'un d'autre ou peu importe, tu vois. Si, je pense que je pourrais me faire coacher par des gens, mais il faut que la vision de la prog, etc., soit vraiment, tu vois, alignée avec ce que je pense déjà. Je pense que j'aurais du Ouais, mal à... Tu sais, des fois, il y en a qui se disent, ok, j'ai envie de me faire coacher par cette personne parce que je ne connais pas cette manière de faire et que je veux connaître autre chose. ouais, Et je comprends la démarche, mais je pense que j'aurais du mal à faire ça, tu vois, à me dire, ben moi de mon côté, dans ma manière de coacher les autres, j'ai ma vision, etc.
Et là, je me fais coacher par quelqu'un d'autre qui a une vision qui est complètement différente. Et du coup, peut-être que c'est une erreur de ma part, tu vois, de pas être Hmm. suffisamment ouvert et de tester d'autres trucs. Mais je me dis, bah putain, bizarre, j'irai vers quelque chose auquel, pas je crois pas, mais ouais, je connais pas, je crois pas, j'ai jamais testé, tu vois, c'est particulier. Mais je pense que, oui, c'est évident qu'il y a des gens qui pourraient m'intéresser en coaching, tu vois, où je serais en mode, ok, ça me ferait me faire coacher par cette personne-là, je serais ok, tu vois. Hmm. Et je serais OK de leur faire confiance. Je pense que c'est ça que j'aurais du mal à faire, c'est faire 100% confiance. Et je veux pas me mettre avec un coach juste pour, vas-y, juste comme ça, je pense pas à ma prog. Je veux vraiment croire à 100% en ce qu'il fait, tu vois. Me dire, OK, Hmm. là, je suis convaincu. Ce qu'il m'a fait, c'est un truc qu'il a considéré que ça avait du sens. Et je vais le faire sans réfléchir et je vais le faire à fond. Je veux pas réfléchir à ce que quelqu'un me fait, tu vois. Ouais, complètement. Du coup, ce serait important que le coach il ait un palmarès en tant que coach et un peu d'aura pour que tu puisses être 100% convaincu que c'est la bonne personne. Bah alors, je pense pas que je suis très impacté par telle personne, elle a coaché plusieurs grandes personnes, tu vois, genre plusieurs personnes qui ont fait de gros résultats, etc. Je pense que c'est plus la philosophie du coaching qui m'intéressera Ouais. davantage que le statut de la personne ou son palmarès, que ce soit en tant qu'athlète ou en tant que coach, tu vois. Et je pense pas que ça influencerait du coup la confiance que tu mets dans le truc. C'est ça, je trouve, c'est un truc super puissant. Genre, si tu prends un coach qui est connu ou peu importe, tu te dis tu peux peut-être progresser mieux ou mieux appliquer parce que tu te dis bah il a tellement un palmarès de fou que c'est sûr il a compris quelque chose que les autres ont pas compris ou peu importe. Et du coup bah t'es en mode let's go, c'est le GOAT. Genre ça doit être bien d'être porté par un truc comme ça, tu vois. Ouais, mais ça, tu vois, je pense que du coup, c'est vraiment est-ce que tu y crois ou est-ce que tu y crois pas? C'est-à-dire que tu sais, au States, tu as Joey Flex qui Hmm. coach plein de gens qui sont très forts. Et quand je voyais du coup sa manière de programmer, etc., via des stories et tout, donc je connais, j'ai pas les procs sous les yeux, mais je me dis, est-ce que ce mec-là, c'est un coach abusé et il amène tous ces gens à haut niveau, ou est-ce que il y a plusieurs personnes tellement fortes de base qui gravitent autour de lui, et donc en Hmm. fait il se retrouve avec l'élite déjà dans ses coachés, et Ouais. c'est ces gens-là qui sont trop forts, mais en fait c'est parce qu'ils seraient trop forts de base, tu vois. Hmm. Donc je sais pas, en fait je sais pas, je me dis bah il y a forcément quelque chose qui fait bien, c'est sûr à 100%. Mais jusqu'à quel point il est vraiment au-dessus de la mêlée dans son coaching, ou jusqu'à quel point c'est déjà ces athlètes qui sont gifted de fou, tu vois. Ça je sais pas. Bah, je pense que dans tous les cas, enfin moi pour avoir écouté pas mal de ses vidéos, etc., ça a l'air d'être un mec très simple, du coup qui a pas un truc genre, qui met pas un truc, je sais pas comment on pourrait dire, de String Guys. Tu vois, c'est un peu je sais pas, les nerds, tu vois, qui mettent des trucs hyper compliqués en place, qui traquent toutes les datas, etc. Je Flex, ça a l'air d'être en mode, ouais, full feeling, tu vois. Je parle avec mes athlètes, je mets des trucs en place. C'est quoi le plus gros levier pour faire progresser ce mec-là? Ok, go. Et ça a l'air d'être très simple comme vision. C'est une vision avec laquelle j'adhère pas mal aussi d'ailleurs. Ouais, et ça fonctionne, hein. Mais je pense qu'il y a aussi un truc de quand t'amènes beaucoup d'athlètes très compétents vers toi, le truc qui est super puissant, c'est que du coup, en tant que coach, tu récoltes des datas de feeling dans ta tête de gens qui sont super investis et qui vont pas être biaisés ou qui vont pas, on va dire, fausser les trucs, genre ils vont pas potentiellement, je pense, moi en tout cas, se chercher des excuses ou alors mal interpréter des signaux, etc. Et je pense que c'est ce qui doit être super puissant, c'est qu'il a une armée de mecs qui globalement dédient leur vie, et de meufs qui dédient leur vie au powerlifting, qui doivent avoir une vision quand même assez claire du truc, et du coup il doit avoir des datas de fou, tu vois, dans sa tête. Je pense que c'est ça qui fait qu'il peut être vraiment un peu au-dessus du panier en tant que coach potentiellement par ce biais-là de bah, j'ai tellement de bons athlètes qui se connaissent bien et qui vont clairement avoir des bons feedbacks sur eux-mêmes et qui vont appliquer les choses parce que bah, c'est leur vie. Je pense que c'est quand même utile quoi. Ouais, ouais, et du coup, ça lui permet d'enlever le bruit, on va dire, bon, ben, telle personne, elle a un taf physique, du coup, elle peut pas savoir si c'est le taf ou si c'est la prog ou quoi. Lui, il a pas ou peu de gens comme ça, tu vois, c'est beaucoup de personnes Mm. qui a toute leur vie qui tourne autour de ça.
Donc ouais, pour le coup, il a des données qui sont peut-être plus fiables et du coup, ça lui permet d'être plus efficace dans son coaching. Peut-être, ouais. Ouais, ça je pense que ça joue une bonne part. Et j'avais un autre truc, mais je sais plus. Mais tu vois, pour rester un peu sur le coaching, l'auto-coaching, c'est vraiment Hmm, pas évident d'avoir ce côté. Je prends du recul quand je me fais ma prog, je suis mon coach. ouais. Je suis pas l'athlète là tout de suite, je suis le coach. Et quand je suis à la salle, je suis l'athlète, j'exécute, tu vois. Genre, il n'y a pas de attends, je négocie un back-off en moins ou en plus ou quoi. Non, enfin, tu fais ce qui a marqué, tu vois. Ça, c'est un truc au début où j'ai eu vachement de mal. Et tu me disais juste avant qu'on commence, je crois, ouais, moi je pense que j'aurais du mal à. Je me poserais trop de questions et je partirais dans tous les sens, tu vois. Et ça, c'est le Hmm, méga piège de l'auto-coaching, quoi. Si tu pars dans tous les sens, c'est mort. Si tu te dis, bah attends, là j'ai vu ce truc, je vais le rajouter, je vais rechanger ma prog alors que t'es en semaine 3, qu'est-ce que tu fais, quoi? Genre, ouais. respecte ta prog, respecte Le plan. toi-même qui l'a écrite, tu vois, qui a réfléchi, tu t'es posé devant ton ordi, tu t'es posé 1 heure, 2 heures, tu t'es dit ça fait du sens, etc. Si en semaine 3 Hmm, tu te mets à douter de toi, ça n'a pas de sens, tu vois. hmm. Ouais, Mais c'est carrément. trop facile de le faire, ça. Je pense, c'est ce qui rend, même quand t'es compétent, l'auto-coaching aussi compliqué, quoi. Ouais. Et tu manques d'objectivité envers toi-même, tu vois. Hmm, Moi, plein de fois, je regarde ma prog et je regarde la mienne et je me dis en quoi j'ai quelque chose de. Tu vois, moi, je suis pas différent de quelqu'un d'autre que je coach. Tu vois, genre, je suis hmm, un être humain qui a des contraintes, qui a des capacités physiques, etc. Pourquoi moi je me mets ça alors que sur lui, je l'aurais absolument pas mis parce que je me serais même pas posé la question, ça aurait pas fait de sens, tu vois. ouais, Pourquoi là, moi, je me rajoute ça en mode non, mais moi, il faut que j'en fasse plus ou quoi, tu vois. Ça a pas de sens. Faut ouais. réfléchir comme si c'était quelqu'un d'autre, tu vois. Ça, je Ça, c'est pense que dur. j'aurais du mal aussi. Moi, j'aurais tendance je pense aussi, non seulement à chercher plein de petits détails à la con, parce que je suis comme ça de nature à toujours vouloir avoir le détail qui va faire la différence en plus. Ce qui, bah, avec l'expérience, je pense que n'importe qui fait du power avec de l'expérience se rend compte au bout d'un moment que c'est pas, il n'y a pas un petit détail magique qui va te rendre automatiquement plus fort. Généralement, c'est juste le fait de rester droit dans ses bottes et d'aligner un truc pendant longtemps qui fait la différence. Mais, euh, mais ouais, c'est ça, j'aurais du mal. Je pense que je me dirais, t'as des objectifs. Si tu veux être quelqu'un, il faut faire quelque chose en plus. Et du coup, j'aurais Ouais. tendance à trop en faire, à trop me la mettre. Déjà, en tant qu'athlète, en ayant un coach, j'ai tendance à dire ça. Et mon coach a tendance à baisser les trucs et à aller de plus en plus à la baisse, tu vois. Et Ouais. ouais, je pense que j'aurais beaucoup de mal. J'aurais beaucoup de mal. Et du coup, tu te vois continuer l'auto-coaching ad vitam aeternam ou. Arnhem, je sais pas. Je sais pas. Je pense que si jamais je me prends des murs encore, tu vois, et je me dis, ok, soit j'avance pas en termes de perf, donc genre vraiment je stagne, ou alors à partir du moment où j'essaie de passer un palier, je me refais mal ou quoi. Là, au bout d'un Hmm, moment, je pense que je me dirais, bon, il y a un truc que je fais mal et j'ai besoin d'aide extérieure, il y a un truc que je vois pas, tu vois. hmm, Et j'aurais pas de problème d'ego à me dire, oh merde, putain, je demande de l'aide, j'arrive pas à le faire moi-même ou quoi. Moi, à la base, je fais hmm, ça parce que je kiffe ce côté, tu sais, tu théorie craft, quoi. Tu essaies ouais. de trouver la petite bête dans ton propre truc, en fait. J'aime bien, genre, j'aime bien Hmm, ça. Et, mais je pense que si jamais je vois dans les résultats que ça fonctionne pas suffisamment longtemps et que ça commence à être pesant, là, ouais, là, ouais. je pense que je délèguerai ça, tu vois. C'est la charge mentale finalement, au final. Le déclencheur de coach ou pas coach, c'est si t'as trop de charge mentale en mode, bah, je sais pas si je fais les choses bien, si machin, si truc, j'arrête pas de me prendre un truc, donc là, j'ai besoin d'en discuter potentiellement avec quelqu'un et de trouver une solution, etc. Et si t'as pas cette charge mentale là, si t'es en mode, bah, j'avance et je fais les trucs et que t'as pas l'impression de surchauffer en étant tout seul, bah, tu resteras en auto-coaching, quoi. Ouais, mais la charge mentale, tu vois, de se poser les questions, ça me dérange pas de me poser les questions si je vois que je progresse, tu vois. Hmm. Donc c'est aussi, enfin, surtout le résultat, quoi. En fait, est-ce que juste tu deviens meilleur
Parce que je peux Mm. considérer que je m'auto-coach bien, mais si les résultats ils montrent que j'ai pas bougé sur le total, bah non, du coup. Ouais, Tu ouais. fais, il y a forcément quelque chose qui fonctionne pas, tu vois. Donc, mais Moi, je ça, tu vois, trouve. si jamais ça arrive, j'aurais pas de souci à déléguer, je pense. Ouais, carrément. Parce que moi, je trouve que c'est ce qui est le plus dur au final dans le powerlifting. C'est pas tant les entraînements, c'est pas tant les efforts de la récup, c'est pas tant ceci, cela, parce que bah, au bout d'un moment, quand t'es dédié à ça et que c'est vraiment ton objectif et que ça fait un moment que tu le fais, bah, je pense que ça, c'est assez naturel. Mais par contre, pour moi, ce qui est super dur à gérer, c'est le doute. Le doute, est-ce que je fais bien? Est-ce que je vais y arriver? Ah ben Où ouais. est-ce que je vais arriver? Etc., etc. Et cetera. Et c'est ça Et je pense que ça, il faut qui essayer de est l'éliminer le plus difficile. Ouais. possible. Bah ouais, mais c'est super difficile. Bah C'est ouais, super ouais. difficile Mais de pas douter, de pas être en mode est-ce que je fais tout bien? Est-ce qu'il y a un truc que je fais pas qui pourrait être mieux? Est-ce que je vais, même si je fais tout ce que je peux, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais arriver là? Quelle est réellement ma top end humaine, etc., etc. Tu vois, genre le doute, c'est vachement difficile à gérer. Je trouve que c'est bien de pouvoir se bah, je relâcher pense sur que tout quelqu'un, quoi. ça, faut essayer de se poser le moins de questions possible, je pense. De pas, genre, je sais que c'est facile à dire et beaucoup moins à faire, mais tu Mm. sais, des fois, je vois des stories de Roman Malo où il dit toi qui es en train d'analyser 25 fois ta prog, alors qu'il y a le mec avec son t-shirt de foot, il bench 120, tu vois, et t'es en mode. Genre, Mm. il y en a, ils sont juste. Ils répètent le même programme depuis qu'ils ont 17 ans, ils en ont 24, et ils continuent de progresser, et ils sont juste là en mode, bah, je sais pas, pousse. Et Ouais, tu sais, ils se posent pas de questions, et juste ça fonctionne. Après, bon, t'auras forcément une limite à un moment donné, si c'est pas optimisé, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment. Il faut s'inspirer de ces gens-là. Il faut mm. être intelligent dans la prog si tu te la fais toi-même ou que ton coach te fasse une bonne prog. Et après, toi, quand tu l'exécutes, faut être convaincu que ça a fonctionné, tu vois. Genre, il n'y a Ouais. pas de ah, mais attends, mais tu penses pas que là, que. Mais non, genre, fais, juste fais et Mm. fais du meilleur de tes capacités. Genre, donne 100% sur ce que tu as marqué. Et en fait, ce qui se passe, enfin, c'est si tu as des bons résultats, c'est que ça fonctionne. Si t'en as pas des bons, bah, c'est qu'il faut changer un truc. Mais au moins, toi, Ouais. de ton côté, le seul truc que tu peux contrôler, c'est l'intention que tu vas mettre, les actions que tu fournis, et te pose pas de questions. Genre, sois convaincu que ça va fonctionner, quoi. Et si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Si c'est pas Mm. grave, il y a juste à changer, tu vois. Ouais. Il faut être Et convaincu. c'est pour ça, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je trouve que c'est vachement important de garder en tête que généralement, ce qui fait la différence, enfin, selon moi, c'est la conclusion que j'en ai. Si t'as un truc qui est bien fait, c'est surtout le temps en vrai. Genre, faut juste s'appliquer à faire un truc et le faire pendant longtemps. Et généralement, c'est le temps qui donne les gros résultats. Si tu vois des petits résultats à court terme, bah, si tu le maintiens sur le long terme, bah, ça deviendra des gros résultats à long terme. Si t'as pas du tout de résultats à court terme, faut peut-être se poser des questions. Mais ouais, et après, sur le truc du mec t-shirt de foot qui bench 120, ça, je pense, en fait, il y a différents genre goulots d'étranglement, si je peux dire ça comme ça. Je pense que la plupart des gens comme ça, ils progressent super bien au début et ils vont vite à un très bon niveau intermédiaire, mais j'ai Mhm. l'impression qu'ils passent pas un certain palier non plus. Ouais, c'est Genre, possible. j'ai l'impression qu'ils restent. Enfin, tu vois, c'est des mecs, du coup, ils poussent comme des bœufs, mais il y a un moment où, clac, ça bloque et tu retrouves plus ces personnes-là à un autre niveau. Donc je pense qu'il y a un peu, tu vois, il y a des étages un petit peu, et à ces étages-là, bah, faut switcher entre les deux mentalités, tu vois. Et ça, c'est d'ailleurs un truc que j'ai pas mal repartagé à un moment à mes athlètes, l'idée que il y a des moments qui sont aptes, enfin qui sont bons pour se réfléchir, remettre des choses en question, et il y a des moments qui sont bons pour juste faire des choses et voilà. Et moi, du coup, je le cale à l'échelle macro-bloc sur mes athlètes. Je dis, ok, quand on a fini un macro-bloc, qu'on a performé, à ce moment-là, on s'appelle et on se pose la question, ok, est-ce qu'on est satisfait de ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on voit qui pourrait être machin? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qu'on a envie de mettre en place? Et ok, à ce moment-là, on est dans une période un peu de création, de nouveauté, on bouge un petit peu des choses. Et après, une fois qu'on est calé dessus, on bourrine, on bourrine, on bourrine, on bourrine, on Ouais. bourrine. Si on est sûr de ne pas avoir fait de grosses erreurs, on full focus jusqu'à ce qu'on reperforme et à ce moment-là, on se reposera la question. Mais quand les mecs au milieu du chemin, ils se posent la question, bah forcément, ça te bloque pour aller au bout du chemin, tout simplement. Ouais, ouais, en fait, c'est un peu de l'auto-sabotage, tu vois. Genre, Mm, si t'as vu la stratégie, en plus, là, tu dis, tu fais un appel, tu discutes de la stratégie, les deux sont plutôt d'accord. Et en fait, ouais, bah, ce qui va te brider au milieu du chemin et qui te fait te poser la question, c'est le doute.
Est-ce que je suis en Ouais, train de bien faire? J'ai l'impression de ne pas être à mon meilleur niveau au bout d'un mois et demi où on a changé. Ouais, mais plus tu vas devenir fort, plus ça va être ça, hein. Tu pourras hmm, atteindre ton pic de perf de moins en moins fréquemment, tu vois. Genre, c'est plus t'es fort, plus c'est ça. C'est là où le mental devient ouais, difficile à gérer, tu vois. Genre, quand tu deviens extrêmement bon, bah, tu pourras être extrêmement bon 3 fois dans l'année, peut-être. Et ouais. plus 6 fois dans l'année. Et ça fait partie du jeu, tu vois. C'est comme ça. Mais tu vois, moi, c'est pour ça que j'ai mis justement cet appel-là en place. Parce que je trouve que ça me simplifie la tâche dans les retours quotidiens après. Genre, je fais l'appel. Globalement, on discute de tout. Comme ça, l'athlète, tout ce qu'il a un peu emmagasiné, tout ce qu'il a dans le sac, un petit peu, il me dit tout à ce moment-là. Putain, il faut que je fasse plus de renfort. Il faut que je m'entraîne 6 fois. Ou alors, au contraire, ouah, ce format, il est beaucoup trop dur. J'en peux plus, ou peu importe. On remet un truc. On se dit, OK, les objectifs, on pense, bloc 1, on va atteindre ça, bloc 2, ça, bloc 3, ça, bloc 4, ça. Du coup, dans la finalité, on est censé atterrir sur ça en résultat. On a mis tout ça comme changement en place. Ok, bam, clac. Et généralement, après, les athlètes remettent pas en question. Alors que si je fais ma petite sauce de mon côté, même si la sauce est Mhm. fait exactement pareil, bah en fait, comme l'athlète n'aura pas eu l'occasion d'en discuter, bah peut-être il va pas oser me dire dès le départ que le truc que j'ai mis en place, il n'en est pas à 100% convaincu ou peu importe. Ça va ruminer un petit peu, il va jamais me poser la question, ou alors il va me poser la question, mais un peu au milieu du truc, et au final ça sabote. Donc c'est bien d'avoir, je trouve, un appel récurrent, tous les macro-blogs, donc ça donne tous les 3 4 mois, etc., où tu poses tout, et tu rebuilds le truc, et comme ça l'athlète derrière il peut oublier et foncer, quoi. Ouais, parce qu'en fait, tu l'impliques dans le processus, tu vois. Du coup, Ouais. il sait pourquoi il va faire telle ou telle chose. Tu lui demandes son avis, donc ça veut dire que tu considères aussi son opinion. Enfin, Mmh, c'est important et ça permet de garder les gens impliqués. bon sang. Mais c'est vrai que si tu demandes les choses, là en plus avec l'appel, donc il y a un côté un peu plus live, etc. Donc c'est encore mieux. Mais si tu demandes les choses que tu impliques les gens, ils sont plus investis. Que si Mmh. tu dis, ok, tu sais quoi, j'ai pensé au plan parfait, mais par contre ton avis, je m'en fous. Ben, genre ça va pas, tu vois, tu coaches pas un robot, donc. Mmh. Ouais, 100%. 100%, 100%, et ça évite les doutes mal placés. Car le pire ennemi, c'est le doute, je pense. Bon, bah, c'est cool, on a fait un bon petit tour là-dessus. Il y a un sujet que je me frotte les mains d'aborder avec toi parce que j'ai l'impression des fois d'être seul dans ma barque avec ce truc-là. C'est la souplesse. Je vais te poser une question de salaud. Quelle est la place de la souplesse en force? Aïe, aïe, Ah aïe. là 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 là. Euh, Alors, déjà, si tu veux dire en force, pour moi, c'est est-ce que tu es assez souple pour faire les mouvements au standard? Ok. Si t'as pas la capacité de descendre à la dep au squat et que genre c'est vraiment la guerre pour descendre, bah déjà il y a un problème, tu vois. Genre il faut au moins avoir ça. Hmm, Après, je pense que donc si t'es davantage souple au niveau extension thoracique, tu vas avoir un meilleur bench sans pour autant être plus fort. Si tu as la possibilité de descendre correctement sur un squat parce que tu as la bonne souplesse sur les articulations qui le demandent et tout, je pense que tu auras une meilleure répartition des contraintes. Genre si tu es vraiment raide de fou d'un côté, mais que bah, tu dois quand même descendre à une certaine position, bah, je pense qu'il y aura des zones qui vont compenser et tu auras peut-être des douleurs qui vont plus facilement s'accumuler à certains endroits et pas à d'autres. Moi, c'est ma vision du truc, tu vois. Je sais pas si c'est prouvé que c'est vrai, mais je pense pas que le fait d'être plus souple fait que tu vas pas te blesser. Parce que la preuve, moi, tu vois, je suis sur certaines zones assez souple, hmm. d'autres beaucoup moins, et ben, je me blesse aussi, tu vois. C'est un peu comme, tu vois, tu as des gens qui vont faire un hors-saison de fou et d'autres qui vont être full spécifique à l'année. Les deux vont arriver à se blesser, tu vois. C'est pas genre, tu as une méthode qui est forcément beaucoup mieux que l'autre. Mais je pense que c'est un truc qui est intéressant à garder au quotidien. Et je pense que ça te permet d'arriver à tes séances moins rouillées, moins rigides, tu vois. Genre si tu fais une routine mobilisation slash étirement sur tes jours de repos, genre tu tapes 10 minutes, tu vois. 10 15 minutes, je sais pas, ça dépend le temps que tu as envie d'y allouer. Mais genre pour moi, ça fait une vraie diff. Hmm. Entre le faire et ne pas le faire, je pense que ça fait une vraie différence, tu vois. Et je dis pas d'être un gymnaste, hein, évidemment, parce que après, si tu descends cul par terre et que tu peux plus rester dans une position optimale sur ton squat et tout, tu perds en efficience technique.
et donc tu perds des kilos sur ta barre et donc t'es moins fort. Mm. Mais j'entends trop de gens, tu vois, qui sont en mode, ah merde, ben, ah, j'ai super mal au dos et tout. Ok, ben franchement, on a besoin de cette quantité de travail pour progresser, mais en même temps, j'ai l'impression que tu la tolères pas. Si on en met moins pour que tu la tolères, tu progresses pas. Est-ce qu'il n'y a Mm. pas un truc à faire, tu vois? Et ces gens-là, ben, certains qui sont raides comme des bâtons, ils se mettent à faire, je sais pas, des étirements le soir pour se détendre ou alors être un peu moins rouillé sur les jours d'entraînement et tout. Et moi, je l'ai vu, quoi. Genre, il y a vraiment des gens, ils vont mieux. Et je sais pas jusqu'à quel point c'est prouvé ou pas prouvé, mais ils vont mieux, Mm. ils sont moins douloureux tout le temps, tu vois. Ils arrivent à mieux à se mettre dans les positions qu'il faut dans les powerlifts. Et je me dis, enfin, c'est pas possible que ce soit que dans ma tête, ça a forcément un effet, tu vois. Si ces Ouais. gens-là, ils sont mieux, littéralement. Et il y en a qui partent de vraiment très très loin, tu vois. C'est la souplesse, on n'est pas tous égaux face à ça non plus. Ouais, carrément. Bah, moi, c'est pour partager un peu mon expérience par rapport à ça. Je pense que de base, je suis quelqu'un de souple. D'autant que j'ai développé en plus ma souplesse pendant mon BPGEPS. Donc je pouvais m'allonger sur mes jambes et passer la tête dans mes genoux sans problème. En gros, pour situer un peu. Euh, Poser, enfin avoir les jambes complètement tendues en étant debout et poser les mains à plat par terre sans problème. Donc c'était à peu près mon prime de souplesse à ce moment-là. Et j'ai toujours naturellement entretenu un peu la souplesse en parallèle de la force. Donc je me raidissais quand même au fur et à mesure que j'étais plus fort. J'étais plus aussi souple que ça. Et on est rentré dans ma tête. On est rentré dans ma tête en mode peut-être il y a un monde où si t'es plus raide, du coup tes articulations elles sont mieux stabilisées. T'as juste le degré pile poil qu'il faut pour aller dans ton angle et du coup bah t'as un renvoi qui est parfait. Du coup, dans la théorie, comme tu es limité en termes de mobilité, tu es limité aussi dans les mistakes, enfin techniques, donc dans les erreurs techniques que tu peux faire. Parce que comme ton corps ne peut pas aller dans des amplitudes inconnues, et bah du coup tu restes tout le temps dans ton pattern, vu que tu es Bah ouais. pile poil sous ce qu'il faut. Et du coup c'est rentré un peu dans ma tête et j'ai testé un moment d'arrêter les étirements. La conclusion, c'est que je me suis jamais senti aussi mal dans mon quotidien, c'est-à-dire au niveau de mon sommeil, dans mon quotidien, et j'ai jamais eu autant de douleur à l'entraînement Mais est-ce que t'étais plus que, fort? que sur cette période. Et bah non, j'étais pas spécialement plus fort, je me sentais pas spécialement mieux sur les mouvements. Et du coup, j'ai réincorporé un petit peu, pas autant que ce que je faisais avant, parce que du coup, j'ai perdu l'habitude et potentiellement par flemme, j'ai pas remis autant que ce que je faisais avant. Mhm. Mais j'ai l'impression d'avoir trouvé un peu un équilibre là-dedans. Et on va dire pour déjà contre-argumenter le truc, moi je trouve que c'est pas parce que tu tires pendant 15-20 secondes sur ton quadriceps que tu vas développer ta souplesse, tu vois. Pour moi, la Non. souplesse, théoriquement, c'est des trucs. Je crois que scientifiquement, tu dois maintenir un étirement fort pendant 45 à 60 secondes. Je crois que c'est à peu près ça, théoriquement, le truc qu'il faut faire au mieux pour développer sa souplesse. Donc je me dis, en fait, si tu peux travailler en étirement, enfin, tu peux faire des étirements, même avant la séance. Moi, je diabolise pas ça, mais admettons sur les jours off. En fait, globalement, si tu bouges, que tu t'étires, et que si tu tires pas trop fort pendant trop longtemps, bah en fait tu vas même pas spécialement beaucoup développer ta souplesse. Par contre, tu vas relâcher un peu tes muscles, tu vas réaligner tes fibres, peu importe, et tu vas te sentir mieux. Et donc moi j'ai l'impression que si on parle même pas du débat d'améliorer ou pas sa souplesse, je trouve que ça fait du bien, tout simplement de s'étirer, ça fait du bien. Ouais, en fait, c'est ça. Tu sais, plein de fois, il y a des sujets comme ça où on est en mode, bon, ben non, mais c'est pas prouvé que ça aide, du coup, ne fais pas. Hmm. Et tu sais, il y a eu un peu ce truc avec l'automassage, par exemple, où, ah, l'automassage, non, mais c'est de la merde, t'as pas besoin de t'automasser. La gamme montante, c'est tout ce dont tu as besoin pour t'échauffer pour ton mouvement. Et Hmm. genre moi j'ai testé tout ça, c'est-à-dire qu'au tout début je faisais beaucoup d'automassage, je faisais pas mal d'étirements, parce que genre mon père il faisait du yoga, et du coup Ouais. j'avais vachement ce truc dans l'éducation de bah, apprends à respirer correctement, étire-toi le soir si jamais tu sens que t'as ton dos qui tire, tu t'étires, ça va aller mieux, tu vois. Et genre je le sentais Hmm. que ça allait mieux pour de vrai. Et après
à fond dans le côté force, etc. Et j'entendais des gens dire, bah, l'automassage, c'est pas forcément ouf. Sauf que maintenant, en compète, t'en vois beaucoup des gens qui sont en train de s'automasser. Les étirements, tu sais, il y en a qui te disent, enfin, je crois scientifiquement, c'est pas un truc qui prévient les blessures. Et ça, c'est une chose, ça ne prévient pas Mhm. les blessures, d'accord. Mais si tu te sens bien, ben, c'est bien de se sentir bien. Genre, si tu fais des Mhm. étirements et que après tu te sens bien et que ça t'aide à mieux dormir, t'as une meilleure récup. Donc, les étirements ne donnent pas une meilleure récup, mais les étirements te mettent dans un état qui te donne une meilleure récup, tu vois. Donc, en fait, indirectement, si, c'est bon pour la récup, tu vois. Et Mhm. juste, si ça te fait du bien, mais fais-le. En fait, genre, il y a. Non, mais attends, je serai pas assez rigide pour mon entraînement, etc. On a déjà un mode de vie pour plein de gens qui est méga sédentaire. On fait Mhm. un sport de force où on se rigidifie encore plus. Et c'est pas des étirements pendant 5 minutes dans la journée qui vont te. Tu vas pas devenir un gymnaste, tu vois, genre, Ouais, t'inquiète, t'as de la marge, ça va le faire, tu vois. ouais, de ouf. Moi, je me suis toujours posé la question, à quel point, genre, est-ce que, tu vois, les gens, parce que je me suis posé cette question en faisant des retours par rapport à ça à Coco, justement, qui, Coco, lui, de base, est plutôt quelqu'un de raide, qui a toujours été raide, et moi, je suis quelqu'un de plutôt souple, qui a toujours été souple. Et du coup, en fait, des fois, je lui décris des trucs, et lui, il est en mode, il sait pas Normal. du tout mais de quoi tu parles, genre. Il comprend pas ce que je veux lui dire, genre. Il dit d'accord, bah moi j'ai jamais ressenti ces sensations-là, genre bah, typiquement genre si je m'étire pas, genre j'ai tendance la nuit à sentir un peu mes muscles, à avoir envie de me tortiller dans tous les sens, je me sens pas bien, je me sens tout raide, etc. Et je disais ça à Coco et Coco il était en mode bon non je sais pas, moi ça m'arrive pas du tout, tu vois. Et du coup je me Ok. demandais genre à quel point, genre, est-ce au final, genre, rester un peu dans son socle de base, c'est ce qui fait te sentir bien, genre. Est-ce que quelqu'un qui naturellement n'est pas souple se sent bien Hmm. quand il est pas souple, et quelqu'un qui est souple de base se sent bien quand il est souple, tu vois ce que je veux dire? Je pense que quand tu es souple et que tu perds ta souplesse, tu vas vite le sentir. Hmm, Genre, si jamais tu fais tes étirements et qu'après tu te mets à plus les faire et que tu deviens raide sur des zones sur lesquelles tu n'étais pas raide, je pense que c'est moyen parce que, enfin moi en tout cas, de l'avoir vécu, tu vois, de base très souple, je faisais hmm, des étirements, j'ai arrêté pendant une période pour voir, comme toi, et je me disais, bah attends, bizarre, j'ai un peu mal partout là, c'est pas ouf, je vais remettre à en faire, tu vois. ouais. Et du coup, genre, c'est vraiment mieux pour moi d'en faire. Est-ce que tout le monde a besoin d'en faire? Je sais pas. Maintenant, tu as des gens qui ont vraiment, tu vois, des mouvements qui sont moins efficaces quand ils en font, enfin, vu qu'ils sont très raides, tu vois. Genre, Hmm, tu te dis, putain, si t'avais 3 degrés de plus d'extension thoracique, bah, t'aurais un bench avec 10 kilos de plus, c'est dommage. Mais je sais hmm, pas si les gens qui ont toujours été raides, genre, ils bénéficient de rester toujours raides. Est-ce hmm. que, genre, il serait mieux en étant moins raide? Je sais pas. Est-ce que, En tu fait, vois, genre, est-ce que Coco ne voit pas ce que je veux dire quand je me sens raide? Parce que c'est son état basal, tu vois? ouais, peut-être, C'est ça peut-être. que je me dis. C'est le mec, il est tout le temps raide, il est tout le temps pas bien, mais il a tellement toujours été comme ça qu'il ne réalise même pas que quand on est moins raide, on peut se sentir à Ouais, l'aise, tu vois, on peut se sentir bien, tu vois. peut-être. C'est un peu la question que je me pose, tu vois. Ouais, mais ça, tu vois, on pourra jamais savoir, en fait. Le Hmm, mieux à faire, ce serait que quelqu'un de très raide prenne sa souplesse un peu au sérieux. Du coup, bon, ça, parce que Coco, il a sa pratique, donc ça prendra jamais le pas sur sa ah, pratique. ouais. Mais, mais qu'il voit la différence lui-même, tu vois, qu'il fasse son expérience personnelle, et que, je sais pas, au bout de 1 an où il a fait une routine quotidienne qui était minimaliste, tu vois, mais il a vraiment une progression dans l'année et qui se disent ok, Hmm, bah début d'année je me sentais comme ça, comme ça, comme ça, avec tel volume de travail je me sentais de telle manière, et là fin d'année avec le même volume, la même quantité de travail ou quoi, bah, je me sens mieux ou pareil, et là je pense que tu peux tirer une conclusion, mais il faut que ce soit ouais. une période suffisamment longue, et je suis pas sûr que tu puisses comparer les individus entre eux, tu vois. Hmm, Parce que bah, la meilleure comparaison c'est avec toi-même sur un autre protocole, quoi. Genre ouais. toi, tu vois bien si tu t'étires ou si tu t'étires pas, si tu sens la diff, fais ce qui te permet d'être le mieux. Oui, Il n'y oui. a pas de doute là-dessus. Et que Oui, ce je soit comprends. prouvé ou pas prouvé, quoi. Ouais, carrément. Carrément. Et on avait eu un débat que moi j'avais trouvé super, super intéressant en tout cas. C'était sur un stage équipe de France. Donc justement, il y avait à l'époque le staff qui était plutôt du coup en mode comme ça.
sachant que c'était Cyril à l'époque, qui lui en plus est un cursus kiné. Donc il était en mode, il faut absolument garder de la capacité à recruter les articulations dans leur pleine amplitude. Notamment, on parlait beaucoup de la hanche. Parce que, par exemple, si jamais tu as des douleurs qui sont persistantes à un endroit, le fait d'avoir la capacité de recruter ta hanche dans différents plans, ça fait que potentiellement tu peux modifier ton pattern technique pour Ok. moins avoir mal et rester efficient. Alors que si ton articulation est bloquée, tu peux rien changer de ta position et tu resteras dans quoi qu'il blessé. Et ça, je trouve, c'est un sujet hyper intéressant. Moi, je me suis toujours reconnu là-dedans, encore une fois, j'ai tendance à beaucoup changer des trucs techniques, etc. En fait, je pense que comme je suis de base relativement athlétique, que j'ai une bonne souplesse, etc. En fait, je peux globalement squatter serré et me sentir bien, et squatter wide et me sentir bien, tu vois. Et du coup, je peux m'adapter un petit peu aux souffrances que j'ai du moment, tout en restant efficient. Et c'est quoi ton avis là-dessus, toi? Bah, tu vois, genre là, en parlant de la hanche, moi j'ai remarqué, tu sais, on parlait tout à l'heure de est-ce que tu peux toucher tes pieds, est-ce que tu sais, t'as une souplesse de base qui est correcte. Mhm. Je me considère comme quelqu'un de souple, mais quand je regarde des zones en particulier, je me rends bien compte qu'il y a des zones sur lesquelles je suis très souple, voire même trop souple. Par Ouais. exemple, épaule, j'ai eu des luxations à répétition et je me suis fait opérer de mon épaule droite parce que beaucoup d'amplitude de mouvement de naissance et Mhm. très peu de contrôle dans cette amplitude, très peu de capacité à produire de la force, donc Mhm. instabilité trop prononcée. Donc au niveau de l'épaule, très souple, au niveau de l'extension thoracique, extension lombaire, tout ça, ça va très bien. Quand je fais un Jefferson curl, j'ai le dos, il est comme ça, tu vois, et il y a des gens, ils me disent, mais attends, mais comment c'est possible, mon dos, il fait pas ça. Mais Mhm. par contre, au niveau de la hanche, mais j'ai une rotation interne, mais catastrophique. Et en fait, j'ai toujours eu tendance à squat, tu vois, pied, on va dire, vers l'extérieur, même quand Ouais. j'avais une stance serrée ou quand j'avais une stance plus large. Parce que quand je mets mes pointes de pied vers devant et que ça demande beaucoup de rotation interne, genre je me fais briser. Ouais. Je sens que j'ai mal aux hanches, mais je sens que ça ramène dans le genou aussi, tu vois. Et en fait, je sens que cette limitation articulaire de la hanche m'impacte et que je peux pas avoir la technique que je veux. Tu vois, genre si jamais je veux me dire, ok, je squatte vers devant, parce que j'ai l'impression que quand je remonte dans mon squat, mes genoux ils vont un peu rentrer, du coup ils vont être davantage dans une position de force, etc. Je peux pas le faire. Je peux pas parce que Mhm. j'ai cette limitation. Et je me dis, si j'avais un peu plus de rotation interne de hanche, peut-être que je bénéficierais d'avoir les pointes de pied un peu plus vers devant et que je serais d'autant plus efficace et que je pourrais le tolérer. Parce que vraiment, pour moi, dans mon squat, j'avais l'impression que dans une période où je me sentais trop fort, c'était ça, où Mhm. vraiment j'avais les pointes de pied plus vers devant et je pouvais pas accumuler le volume nécessaire dans cette technique-là pour être très fort. Donc il fallait que j'ai des phases où j'ai les pointes de pied un peu plus vers l'extérieur et la stance plus serrée pour accumuler le volume qu'il me fallait et pas irriter les mêmes zones, tu vois. Sinon Ouais. j'avais trop mal à la hanche ou au genou, tu vois. Et Mhm. pourtant c'est dommage parce que si je devais faire ma meilleure technique sur du lourd, ben, j'aurais pris cette technique-là, mais je pouvais pas l'avoir tout le temps. Et en fait, je me dis, oui, si j'ai pas cette capacité-là d'aller dans cette position naturellement, mais que je n'y vais que quand je mets 250 kilos sur mon dos, bah, Mhm. c'est pas très sain, tu vois. Tu forces ta position avec de la charge, c'est pas ouf. Et le corps, il me le rappelait, hein. Donc ouais, je pense que c'est hyper intéressant d'avoir une capacité articulaire qui est considérée complète. Qu'est-ce que... Si tu dois aller tout travailler, putain, mais c'est un travail à plein temps, quoi. Genre, tu dois faire ta Et prog, t'as déjà tes séances qui te prennent suffisamment de temps. Si tu dois travailler sur chacune des articulations qui sont limitantes parce que tu pourrais optimiser ta technique, oh là là. Genre, moi, j'ai une ouais. mobilité de cheville, elle est catastrophique. Si je dois bosser là-dessus, mais je vais passer des heures et des heures et des heures. Et en fait, Mhm. tu te disperses, c'est hyper dur. Ça devient un travail, littéralement. Est-ce que c'est pas du coup potentiellement dans un futur, si imaginons on fait comme des gros sports et on prend les athlètes très très jeunes, est-ce que ce serait pas la professionnalisation du sport justement en parallèle des entraînements de force, d'avoir constamment des séances de mobilité, tu vois, genre dans énormément de sports, tu fais plusieurs séances par jour. Tu as ta séance muscu, tu as ta séance natation, tu as ta séance machin truc. Euh, donc est-ce que c'est pas genre, ce serait pas genre l'avenir de la force professionnalisée de se dire, bah, il y a des entraînements de force et après,
l'après-midi, par exemple, c'est entraînement cardio et un peu en profiter pour faire mobilité. Pas dans le but de devenir un gymnaste très souple, mais dans le but de vérifier constamment que ton équilibre de mobilité articulaire est dans un ensemble holistique plutôt bon, tu vois. Ben, moi, je pense que ouais, en vrai, parce que je regardais des podcasts de King of the Lift et à un moment donné, il avait Joe Borenstein et c'était la période à laquelle genre il était au prime parce que là, il a eu une petite descente parce qu'il a enchaîné pas mal de compètes, probablement des douleurs et tout. Ouais. Et il a vraiment eu cette ascension fulgurante de montée de KT entre 74-83, où genre t'as le surplus Mm. calorique, il a les barres, elles font que monter, tous ses blocs, il les finit RPE 9,5, et il continue de progresser, etc. Tu vois, et au bout d'un moment, bon, tu te rends compte que ça peut pas durer, mais dans ce podcast-là, il disait, ben en fait, genre, je pense que j'attribue une grosse partie de ma longévité, c'est-à-dire de sa capacité à chaque bloc pouvoir performer et de pas se blesser, à de la mobilité qu'il faisait tous les jours. Genre, il disait, je Mm. fais tous les jours une mobilité que j'ai trouvée sur Internet, pas un truc hyper complexe ou quoi, tu vois, mais il, tous les jours, il disait, bah, les hanches, je les bosse, le dos, je le bosse. Enfin, il, dans l'ensemble, il faisait en sorte d'être suffisamment préparé et de ne pas perdre ces trucs-là pour ses Mm. entraînements futurs, tu vois. Et je pense que oui, ça aide. Et après, il y a des techniques, encore une fois, qui sont beaucoup plus taxantes que d'autres. Un Austin Perkins qui a un squat pied très serré, je pense qu'il a besoin de beaucoup moins de mobilité de rotation interne de hanche que un Joe Borenstein qui a une stance Ouais. méga large, les genoux qui rentrent de fou, tu vois, genre, c'est pas le même Ouais. squat. Donc, ça dépend aussi des gens. Mais ouais, je pense que selon ta technique, selon ce que le volume de travail que tu as, etc., j'ai l'impression que c'est limite indispensable au moment donné. Et j'ai même Mm. l'impression que c'est plus t'en fais, c'est plus tu t'entraînes, plus tu fais de séances dans la semaine, plus tu deviens fort, plus tu as besoin de ça à côté pour compenser. Compenser le Genre, fait si que. tu fais Ouais. trois séances par semaine et que tu es intermédiaire, je pense pas que tu aies besoin de tabasser ta mobilité, tu peux faire un petit peu et ça va le faire. Mais si tu en fais 6 semaines et que tu fais Mm. rien à côté, je sais pas combien de temps tu dures, tu vois. Ouais. Ouais, complètement. Et pour le coup, ça me fait penser sur le débat de la mobilité articulaire, pour le coup. Je pense que Borenstein, par exemple, j'ai plus la caméra, c'est pour ça que j'ai changé de caméra. Euh, je pense que lui, par exemple, euh, tu lui enlèves de la rotation interne de hanche, catastrophe. Parce que du coup, il a un squat hyper large et un terre aussi hyper large dans lequel il doit être capable d'aller chercher de la rotation interne dans des angles de fou pour soulever des barres de fou également, quoi. Ouais, ouais. Donc, c'est intéressant. Je sais pas comment, par exemple, faudrait que je l'ai sur le podcast. Il va falloir attendre un peu encore. Mais je sais pas s'il est né pareil. Est-ce qu'il se considère comme un mec de base souple, tu vois? Un peu comme nous, on pourrait se considérer. Et est-ce que du coup, il s'est entraîné depuis le début comme ça et du coup, il a conservé ça? Ou est-ce qu'il s'est développé et en se développant, il est allé gratter de plus en plus tu vois ce que je veux Mais dire? tu sais que lui, il y a, genre quand il était en 74, je me rappelle, je regardais enfin, ses lifts et il avait un squat beaucoup plus serré, hein. Genre il était Ouais, vraiment, il avait une stance, on va dire, largeur d'épaule plus, mais là maintenant il a vraiment une stance large, tu vois. Et plus il ouais. a pris du poids, plus il a écarté sa stance. Et en fait, je sais pas si c'est parce que quand tu prends du poids, t'as ton ventre qui commence à te gêner au squat et du coup t'as besoin d'écarter, ou alors si c'est parce que il a trouvé une optimisation au fait d'écarter sa stance, ou peut-être un mix des deux, j'en sais rien. Ouais. Mais sa technique n'a pas toujours été comme ça, tu vois. Il avait vraiment une stance plus serrée avant. Donc je sais pas s'il a toujours eu cette mobilité et qu'il ne l'exploitait pas, ou Ouais. s'il l'a travaillé pour pouvoir l'exploiter, ça je sais pas. Mais là, ouais, ses lifts à lui demandent une mobilité abusée. Ouais, ce sera grave intéressant de le questionner sur ce sujet. Bon, en tout cas, je pense qu'on est assez d'accord sur ce thème-là de la souplesse. Pour moi, il en faut un minimum et surtout, il faut peut-être travailler sa base à soi. Mhm. Euh, si tu es un athlète, on va dire intermédiaire ou avancé, et que tu arrives à pratiquer tes mouvements correctement, bah moi je pense que c'est bien d'aller chercher au moins un petit peu de surplus autour de ça pour se créer une petite marge de manœuvre par rapport à ce que tu fais habituellement. Pour moi, ce sera souvent bénéfique pour les athlètes.
plutôt que de rien faire, de se laisser s'enraidir pour être de plus en plus raide, etc. Ça, je pense que, comme Je suis tu pas dis, il faut sûr que forcément mettre un effet contraire à ça, quoi. en fait, dans la théorie, ça ferait du sens, genre plus t'es raide, plus t'es stable, mais je sais pas jusqu'à quel point, genre si t'es souple et que t'es fort, tu deviens pas, tu sais, tu vas pas dans tous les sens, quoi. C'est pas, ah ben d'un coup, t'as plus de contrôle sur ce que tu fais. Hmm, Euh, ouais. Après, des gens qui ont une très grosse mobilité, peut-être que c'est dur de se limiter sur une bonne profondeur au squat parce qu'ils vont descendre super bas sans le vouloir. Mais du coup, ils doivent trouver une technique qui les limite. Tu vois, ça veut dire peut-être un truc qu'on déconseillerait, ce serait d'être en antéversion du bassin. Peut-être qu'ils en ont besoin pour descendre moins bas, tu vois. Hmm, Et que s'ils sont neutres, voire tu sais qu'ils ils cherchent à se stack et tout, peut-être qu'ils vont descendre beaucoup plus. Et du coup, pour eux, c'est pas une technique idéale. Mais je sais pas, je me dis que si tu te laisses t'enraidir volontairement, peut-être que tu gagneras là-dedans, mais je pense qu'en longévité, tu vas perdre et du coup, tu vas ouais. facilement avoir des douleurs et tout. Et je suis pas sûr que le rendu net soit meilleur à la fin. Tu vas juste être raide au quotidien et je suis pas Ouais. sûr que tu sois beaucoup plus fort à la fin, tu vois. Ouais, ouais. Pour moi, l'avantage de celui qui a la souplesse, c'est que, comme tu dis, pour moi, tu peux souvent trouver des subterfuges techniques pour te limiter en termes de mobilité. Genre, typiquement, tu prends le squat de Borenstein, je pense que dans tous les cas, il peut pas descendre énormément plus. Je vois pas comment anatomiquement il peut le Ouais, faire, tu vois, au niveau de sa hanche. Ça va causer des dégâts dans la hanche. Donc, pour moi, genre, t'as un tas de trucs avec lesquels tu peux composer pour te bloquer en termes de mobilité et te contraindre à ne pas avoir trop d'espace. Après, pour moi, la seule limitation à ça, ce serait potentiellement, imaginons, tu fais ça et je sais pas, tu as des adducteurs qui sont extrêmement faibles et du coup, bah, le fait de prendre une position extrême, ça te surutilise un truc et du coup, tu n'arrives pas à tenir cette position extrême. Mais par contre, si tu captes ce truc-là assez tôt dans ta pratique et que tu te mets assez tôt dans ta pratique à avoir une technique un peu extrême, un peu à la Ilya Marichev, je vois. Ah, c'est le le russe, 74? ouais, le russe 74, là, qui est Ouais, il a très une très très technique fort. atypique, lui, quand même, Il hein. a des techniques vachement atypiques, des giga sumo, etc. Et typiquement, je me dis, lui, peut-être, il a démarré comme ça. Je pense pas que tu puisses arriver à des amplitudes comme lui en cours de route, ou en tout Ouais, cas, je ça pense doit pas. demander un travail de ouf. Mais si tu te mets directement dans cette position-là, bah ton corps s'adapte un petit peu, et au final, il y a de grandes chances que tu arrives à tolérer la position qui te contraint en termes de mobilité et du coup, qui te favorise de ouf les leviers, tu vois. Ouais, ouais. C'est intéressant. C'est comme le dos rond au terre en soi. Tu vois, si tu pratiques la FA pendant 4 5 ans en te forçant à avoir le dos super droit, bah c'est peut-être un peu too late pour essayer de terre avec le dos très rond. Même si dans la théorie ce serait bien. Et à l'inverse, si un peu comme moi, tu vois, moi au début quand je faisais du terre, tu peux remonter sur mon Instagram, tu arriveras à trouver des vidéos où je terre avec le dos bien droit, en mixte, en sumo, des 200 avec le dos bien droit. Et au fur et à mesure, plus tu défiles dans mon feed, plus tu vois le bassin qui s'arrondit beaucoup trop. Hein. Quand je le revois visuellement, je me dis, waouh, j'étais beaucoup trop parti. Mais par contre, du coup, j'ai développé une tolérance à avoir le dos rond et ça m'a jamais posé aucun problème. Et maintenant, j'ai un peu un juste milieu entre les deux où j'ai le dos plus aussi rond que dans les débuts où j'ai commencé à l'avoir rond, plus aussi droit que quand je l'avais très droit. Et je suis sur un juste milieu qui me va et j'ai l'impression que j'aurai jamais trop de problèmes par rapport à ça parce que mes structures se sont super bien adaptées à ça, quoi. Ouais, ouais. Et après, tu vois, enfin, le terre, surtout en sumo, moi je trouve qu'il est beaucoup moins taxant pour le dos, même si tu as une flexion, Hmm, par rapport à du squat. Moi, le squat, il me casse le dos, quoi. Genre, enfin, en tout cas, c'est ouais. vraiment plus le squat qui m'impacte le dos que le terre, malgré le fait que le dos, il est neutre, voire extension, tu vois. Et au terre, je trouve que c'est un mouvement où, même si j'ai de la flexion, limite, c'est un mouvement, quand j'ai de la flexion, ça me fait limite du bien au dos, tu vois. Je suis en mode, oh Hmm, putain, je sens que j'ai été limite travailler ces muscles-là dans une amplitude un peu plus grande et bah, j'ai moins de contraintes littéralement dessus, même s'il y a ouais. le dos en légère flexion. Pour le coup, enfin, moi je trouve ça pas étonnant dans le sens où la composante qu'il y a sur le squat, qu'il n'y a pas sur le terre, à position à peu près équivalente pour le dos, c'est que le squat, tu as l'aléatoire de l'excentrique où tu peux avoir des petits miss de trajectoire, tu peux avoir des petites erreurs techniques qui font que
bah, tu dois compenser avec ton dos qui va partir dans des positions plus ou moins chaudes, avec ta rotation interne de hanche qui, si elle est plus ou moins bloquée, ça va créer des conflits. Et du coup, bah, il y a un peu une bataille de descendre et de remonter, du coup, de clac-clac. Alors que le terre, tu démarres directement dans la position. Et plus la position évolue, et moins tu as de contraintes. Parce que tu te déplies. Donc, il n'y a pas ce truc-là où tu peux faire. Enfin, quand tu es un peu expérimenté sur le terre, globalement, il peut pas se passer une giga dinguerie d'imprévu, ou en tout cas beaucoup moins que sur le squat. Ou sur le squat, même si tu es très entraîné, ça fait longtemps, bah, tu peux toujours dévier ta trajectoire sur la descente. Et du coup, bah, sur le dos, tu as statistiquement beaucoup plus de charges non contrôlées sur ta position, etc. etc. quoi. Ça, je pense que Ouais, ça multiplie beaucoup le problème. et t'as plus d'amplitude sur le squat, donc en fait, il y a Et plus tu de as plus possibilités d'amplitude, de ouais. faire une erreur. Ouais. Ouais, moi en tout cas, par le passé, ça a toujours été le squat qui m'a flingué le dos. Le terre, il aide pas, tu vois, derrière si jamais t'as déjà mal. Hmm. Mais j'ai jamais eu mal au dos, genre à cause du terre spécifiquement, ça a toujours été à cause du squat, quoi. Ouais. Carrément. Eh ben écoute, magnifique. Je pense qu'on a fait un bon petit tour sur la souplesse aussi. On va embriguer sur les dernières parties un petit peu de ce petit podcast. J'aurais aimé te poser la question aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en tant qu'athlète pour l'avenir, là, pour cette compétition de fin d'année? On met les pieds dans le plat. Quel total? Où est-ce qu'on veut en être? Quel total, ouah. Je sais pas, je me dis j'ai fait 7,20 l'an dernier. Si je veux me dire ok j'ai progressé, j'ai concrétisé un truc, j'ai fait les choses bien et tout, je me dis genre je serais vraiment hype de fou si je fais 7,40. Ce serait exceptionnel au vu du début d'année que j'ai fait de merde. Ouais, Tu m'aurais dit ça septembre il y a un an quand je venais de faire mon meilleur total, je t'aurais dit bah, évidemment je vais faire 7,40 dans un an, c'est évident. Là maintenant tout de mmh, suite je suis moins confiant, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on ouais, peut me souhaiter bah, que mon corps il me laisse pousser suffisamment pour progresser et que je continue de progresser. ouais. Mais ouais, là, faut juste mettre des choses en place quoi, et s'y tenir. Je pense, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, je pense que tu peux te surprendre à trouver vraiment un bon équilibre, à avoir une super dynamique et à faire même plus que ce que tu prévois de faire. Comme Eliam qui se serait probablement jamais vu tirer 3,97 en ayant passé toute sa prépa à pas pouvoir tirer du terre. Au final, il suffit que tu trouves par hasard la bonne dynamique, le bon truc où bim boum bam, tout s'aligne. Tu peux sortir des trucs de fou en pas si longtemps, je pense. Ouais, je pense, Donc, ouais. Et là, tu vois, c'est pour ça que je te réponds ça, parce que je suis dans la période dans laquelle je suis, où bah, je me suis fait mal il y a 2 semaines au dos, ouais, et je reviens de ça, où genre j'ai repris une clim au niveau du genou, et en fait, je suis dans une phase du doute, on parlait, ouais. bah, tu recules, tu ravances un peu, mais tu recules. Mais si jamais Hmm, j'ai deux blocs où je suis dans une bonne dynamique, je te dirais bah, évidemment que je vais les bouffer les 7,40, tu vois. ouais. Donc là, je te dis ça parce Ouais. que je suis dans cette phase maintenant, quoi. Écoute, on verra ça. Moi, j'ai l'espoir que ça puisse bien se passer. Et au niveau coaching, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est quoi tes objectifs un peu toi en tant que coach? Est-ce que tu as envie de développer les gens que tu coaches déjà? Est-ce que tu as envie d'avoir des résultats particuliers? Est-ce que tu as envie de faire grossir ta team de coaching? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de mettre en place dans ton écosystème de coaching, dans ton entreprise? Par rapport à ça, tu vois, moi, quand je regarde comment tu fais les choses, je me dis, putain, je trouve qu'il fait les choses bien. J'ai l'impression que tu sais, t'as cette croissance j'ai démarré tout seul, et ensuite, là, je me fais un truc avec un groupe de personnes, et tu sais, tu cherches à améliorer, à grossir, à avoir de la croissance, en fait, au global. Et ça, c'est un Ouais. truc qui me manque. J'ai pas cette, comment dire, je sais pas si c'est une forme d'ambition ou quoi, mais j'ai pas ces idées, tu vois, j'ai pas ce truc de me dire, ok, bah, je vais grossir vers ça, et pour aller Hmm. vers ça, il faut que je passe par telle étape, telle étape, telle étape. J'ai l'impression de faire les trucs un peu au jour le jour, tu vois, ok, là j'ai envie de parler de ça, je parle de ça, sans me Ouais. projeter sur ce que ça va impliquer après. Et quand je te regarde faire, je me dis, putain, ouais, ça c'est une bonne idée, et je me verrais bien faire ça, et en même temps je trouve que c'est ce que je devrais faire,
mais je mets pas les actions en place, tu vois. Donc, Hmm. par rapport aux gens que je coach, j'aimerais genre juste continuer de faire du taf de qualité, continuer d'apprendre des choses, tu vois, de devenir meilleur en fait tout simplement. Parce que, Ouais. si je suis avec des gens et que je les vois progresser, genre ça me fait trop plaisir. Et quand je suis avec des gens et que j'essaie de trouver des solutions et que c'est difficile, etc., ça me fait chier, tu vois. Je suis en mode putain, Hmm. genre j'ai envie que ça s'améliore, j'ai envie qu'ils avancent, etc. Donc de ce côté-là, bah, ce sera toujours, je veux faire mieux les choses et que les gens progressent. Mais côté entrepreneuriat, si on va dire, bah, faudrait que que je regarde ce que les gens font de bien, en Hmm. croissance, tu vois, et que je m'en inspire et que je fasse les choses derrière. Ouais. Ça, pour te répondre un peu là-dessus, moi je vois ça un peu comme l'entraînement. C'est-à-dire, il y a toujours des phases où tu es un peu plus proactif et des phases Mhm. où tu es un peu plus latent. En plus, quand à côté on est athlète, bah forcément il y a des phases où t'as plus ou moins d'énergie pour travailler là-dessus. Et je suis toujours en train de me dire putain j'aurais pu faire plus, j'aurais pu profiter de cette période pour construire encore plus, pour faire ceci, cela. Maintenant moi je le vois vraiment pour ce qui me motive. Deux choses. La première c'est je veux améliorer mon confort de vie. Mhm. C'est ce qui me tient. Moi ma routine de vie c'est Alléluia, j'adore ma petite routine. Moi, je suis quelqu'un d'assez routinier qui aime bien mon petit confort quotidien. Je me dis, bah, pour améliorer mon confort quotidien, je sais pas, habiter dans un endroit plus grand ou plus chaleureux ou que je préfère, euh, pouvoir me faire plaisir en allant au restaurant, en achetant des trucs qui me font plaisir ou quoi que ce soit. C'est un confort de vie. Donc, je me dis, j'ai envie d'avoir suffisamment de confort de vie. Et du coup, je me dis, bah, je vais mettre des petites briques en place. Et la deuxième chose qui me drive pas mal, c'est aussi, bah, si je peux embarquer des gens autour de moi dans mon navire et leur faire vivre l'aventure, bah bénéf aussi, tu vois. Je peux très bien faire profiter du truc des gens. Euh, Ça va me servir à moi, ça va leur servir à eux. Et du coup, bah, dans cette perspective-là, je me dis, bah ok, on met des trucs en place. Des fois, je travaille un peu plus en interne à développer à quel point j'aide mes athlètes et à quel point le système pour aider mes athlètes est pertinent et complet. Et des fois, je m'attelle plus à essayer de développer le truc un peu plus entrepreneur. Donc, j'essaye, je tente des trucs, je mets des trucs en place pour se dire, bah, il faut attirer des nouvelles personnes qui vont venir grossir la team. En faisant grossir la team des athlètes, bah, ça motive, ça crée un élan qui est sympa pour mes athlètes aussi. Parce qu'ils se connaissent entre eux, ils discutent, ils se projettent sur des compes ensemble, etc. On fait de plus en plus ça. Donc, c'est trop bien. Et en plus, ça me permet bah, de faire vivre potentiellement les coachs avec qui je travaille. Euh, ma copine Chloé avec qui je travaille aussi, et des gens autour de moi. Donc, on va dire, c'est. Si j'étais tout seul, on va dire, dans mon truc, je pense que j'ai eu dans cette période-là beaucoup le truc de bah vas-y, je vis un peu comme ça au jour le jour, je fais mon truc et basta, et je vis déjà bien donc c'est cool. Mais je me dis, bah je peux faire plus et du coup, c'est dommage de pas le faire. Je me dis, je me mets pas spécialement une énorme pression, même si des fois je me dis que je pourrais mieux faire, mais j'essaie de poser brique par brique un peu, en gros. Et après, Ouais, c'est ouais. comme tout. J'ai eu Mais une grosse phase très productive il y a un moment. Là, j'étais un peu plus latent depuis quelques temps. Ça correspond aussi au moment où je me suis fait un peu mal, etc. Mais voilà, c'est un peu des phases, quoi. ouais, c'est vrai que quand, pour le coup, je trouve que la pratique, le fait que la pratique se passe bien ou pas, ça va influencer la productivité derrière. Mais de Et ouf. c'est pas forcément évident de continuer indépendamment de comment ça se passe à ton entraînement, tu vois. Mais Hmm. enfin, pour le truc un peu, tu vois, t'es en mode, wow, je vais élever mon niveau de vie et tout. Euh, et aussi embarquer des gens dans le process, ça c'est une chose sympa parce que tu as un peu cet aspect communauté, tu vois. Hmm. Et je pense que c'est un peu comme tu vois, comme je te disais, dans l'entraînement, je me compare moyennement, voire pas aux autres, et donc du coup, j'ai pas ce drive de vouloir dépasser quelqu'un, et donc je pense que ça me bride un peu sur l'expression de mon potentiel, etc. Et je pense que Ouais. c'est un peu pareil aussi sur le côté est-ce que j'entreprends des choses ou non? Parce que moi, je me dis, oh, bof, mon mode de vie, il me va, tu vois, genre, je suis pas Ouais. méga matérialiste, j'ai pas besoin de tous ces trucs. Et en fait, le fait de pas en avoir besoin, ça me force pas à me bouger, tu vois. Et je me dis, putain, si j'étais matérialiste et que je voulais plein de choses, en fait, limite, je me Ouais. bougerais plus et j'exploiterais vraiment mon potentiel. Donc c'est Hmm. frustrant, c'est pareil. Je me dis que c'est cool de savoir vivre simplement et d'apprécier les choses de la vie de tous les jours sans attendre
une voiture de fou, une maison de fou pour être heureux, ça c'est trop bien. Ouais. Bah, c'est bien aussi genre d'être ambitieux, tu vois. Ouais. Et bref, mais voilà, je suis tiraillé des deux côtés à chaque fois. Ouais. Je comprends. J'ai eu les mêmes débats internes. Donc, je Ouais. comprends tout à fait. Bon, on va passer sur la rubrique finale. Les questions que je t'ai pas spoil tout à l'heure. Ok, parfait. Alors, 3 petites questions pour terminer. La première question, un truc que t'aimerais voir exister dans le powerlifting francophone et qui n'existe pas encore, ou alors qui n'existe dans des proportions pas assez grandes, quoi. Qui n'existe pas assez. Mhm. Typiquement, moi je te donne, si j'avais dû répondre à ça, j'aurais dit bah un podcast comme ça. Je trouve que le powerlifting francophone manque de podcasts un petit peu où ça échange. Le peu qu'il y en a, je les adore. Et du coup, bah, je suis un peu accro à ça. Et sauf que je consomme trop vite chez tout le monde, que ce soit OPT, Strength Strategy, SPD Forever Coaching et tout. J'aime vraiment tous les podcasts. Et du coup, bah, je trouve que ça manque. Et du coup, j'ai envie de faire exister ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Et peut-être tu vois, dans l'idée du coup du podcast, le fait que il y ait des gens avec des visions différentes qui débattent. Ouais, Tu vois, genre qu'on reste pas dans notre coin en mode attends, mais moi je vois comme ça, mais et puis c'est la meilleure manière, et puis l'autre il fait de la merde, tu vois. Genre ouais, le fait que les gens aient des visions, parce que tu vois, en force, il y a vraiment des gens qui ont des visions euh, genre opposées, et ouais. t'en as plein qui sont à peu près au milieu. Et tu te dis, bah, il y a des gens qui ont des progrès avec ces deux manières de faire. Et si jamais tout le monde s'est réuni, en discute, bon, là, c'est pas évident parce que du coup, il faut pouvoir euh, réunir les gens, débattre correctement sans qu'il y ait des gens qui s'emportent, etc. Tu vois. Mais Hmm. en vrai, ce serait, ce serait intéressant, tu vois. Que des gens avec des manières de voir les choses qui sont très différentes et qui se rejoignent sur d'autres trucs discutent davantage. Parce que nous, tu vois, on a une vision qui va être similaire, même s'il y a plein de choses qu'on fait différemment. Hmm. Mais peut-être que genre on apprendrait encore plus de choses en voyant des choses différentes, tu vois. Genre qui Bah, sont c'est vraiment opposées. exactement le but du podcast. J'avais pensé aussi à faire le truc débat, mais dans la finalité, peut-être ça viendra plus tard, mais dans la finalité, je me dis, bah, pour démarrer, je suis pas très à l'aise de me mettre, tu sais, en médiateur au milieu de 2 personnes Ah ouais, ouais. qui verraient les choses différentes, de les faire se rencontrer, de les faire se questionner un petit peu, comme, je sais pas si tu connais le Crayon sur YouTube, qui fait ça avec Ouais, des je trucs vois, je vois. politiques ou peu importe, tu vois. Euh, et du coup, je me dis, bah, moi, je pense être quelqu'un de d'assez mid, genre j'arrive sans problème à m'inspirer de méthodes complètement différentes ou de gens qui voient des choses complètement différentes d'un côté comme de l'autre. J'ai l'impression d'être assez de pas partir avec trop de billets, et du coup bah je me dis c'est cool si moi avec mon expérience je peux essayer justement d'interroger les gens sur leur vision, de potentiellement les confronter un petit peu aux contre-arguments qui pourraient s'opposer. Et comme ça, bah, on rentre un petit peu dans le cerveau des gens et c'est kiffant. C'était l'idée du podcast. Ah ouais, Donc tant c'est mieux. vrai. Tu penses comme moi. Ouais. Magnifique. Alors là, peut-être la question va être difficile. Euh, Quelqu'un dans le milieu, que ce soit un athlète, un coach, un diète, peu importe, tout ce que tu veux, qui, selon toi, est sous-coté et mériterait plus de visibilité. Ah, celle-là, elle est dure. Celle-là, elle est dure. Qui est sous-coté. Quelqu'un qui est sous-coté. Euh, bah, j'ai l'impression que, tu vois, quand t'as des gens qui sont style, tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, Balthazar aurait été sous-coté. Mais là, Hmm. c'est genre, il est Il est sur le coté toit du monde. à son niveau. Voilà, tu vois. Mais Ouais. quelqu'un qui est sous-coté, donc ça peut être coach ou autre. Coach ou athlète. Dans son travail, dans sa vision. Une personne, tu te dis, putain, ça c'est intéressant, j'aime ce qu'il fait. Et pour autant, ça peut être quelqu'un de déjà connu, mais tu trouves qu'il mériterait encore plus par rapport à ce qu'il fait ou. Euh, Là, c'est le premier qui me vient en tête parce que j'ai pas assez creusé la question, je pense. Ouais, bien sûr. Mais tu sais, Calixte, il a l'air d'être vraiment ultra, enfin, à fond dans tout ce qui est études, etc.
Ouais, Et en plus de ça, il a une manière de s'entraîner qui est vraiment, euh, je dirais un peu comme toi, tu vois. Je crois il a beaucoup d'SBD. Je sais pas s'il en a autant que toi, mais il est il vachement en a 6 aussi. spécifique. Je crois qu'il est vraiment abusé sur l'aspect mental. Tu sais, il est à fond dedans, il est à fond sur la complémentation, etc. Et je Mhm. sais qu'il a déjà fait un podcast avec un épisode de podcast avec Roman. Ouais. Mais je pense que tu vois, il a pas la visibilité qui est raccord avec son niveau ou même ses connaissances, je pense, tu vois. Je suis Et je pense d'accord. que vu il est vraiment pointilleux sur tout, tu sais, il a un niveau de connaissance qui est avancé, donc je pense que ça doit être peut-être plus difficile pour lui de vulgariser ou d'être, tu sais, Ouais. très simpliste, etc. Et en fait, par définition, le contenu méga spécifique, ça attire une niche de personnes qui sont déjà à fond dans un domaine et qui en plus s'intéressent à ces détails. Mais je pense qu'il a un niveau de connaissance qui est élevé et en plus de ça, c'est un athlète fort, tu vois. Donc Mhm. il a, je pense qu'il ouais, il est peut-être pas assez mis en À avant, ses peut-être. côtés. Je suis Ouais. d'accord et je pense que c'est une des réponses auxquelles j'aurais pensé aussi. Et il est dans la liste des gens que j'aimerais inviter sur le podcast. J'adore ça. Bah, peut-être que ça se fera. Je me dis comme pour spoiler un petit peu, je me dis que comme il fait le Silent Worker Meet de Suisse comme moi, je pense on aura l'occasion d'en discuter et peut-être que cet épisode verra le jour. Ok, bah j'y serai en plus, donc on se verra là-bas. Ah, let's go, trop bien, trop bien, trop bien. Et dernière question, roulement de tambour. Vas-y. Celle-là, elle est plutôt simple, j'estime. Le mot de la fin. Est-ce que tu as un dernier mot à passer à la communauté powerlifting francophone en rapport avec ce podcast ou pas? Un dernier mot, voyons. Alors, tu sais, on a parlé de l'auto-coaching et genre que si tu te poses trop de questions, que tu pars dans tous les sens, etc., ça peut aller au détriment de ta qualité d'entraînement et tout. Mhm. Et je pense qu'il y a plein de gens, tu vois, qui sont coachés, parce que quand tu es auto-coaché, du coup, tu es obligé d'être investi dans ta pratique, puisque c'est toi qui te fais tout. Mais il y a plein de gens Ouais. qui sont coachés, qui sont peut-être un peu trop passifs dans leurs entraînements ou dans la manière qu'ils ont de vivre leur vie autour de l'entraînement. Alors, il y en a qui sont matrixés et ça peut être bien comme pas bien, mais il y en a qui sont en mode, bon, ben, je vais juste faire ce qui a marqué et je vais juste attendre le retour. Et de mon côté, je vais pas essayer d'aller m'intéresser, tu vois, aller grappiller des infos ou quoi. Et on n'est pas tous pareils. Il y en a qui ont juste envie d'avoir un coach qui leur mâche le travail et qui leur donne tout à faire et c'est bon. Et ça, c'est complètement ok. C'est en partie pour ça que les gens prennent un coach, tu vois. Mhm. Mais moi, j'ai ce côté de putain, attends, je vais aller regarder une 6e vidéo en anglais sur tel sujet parce que ça m'intéresse, parce que j'ai envie de comprendre un truc. Et je me dis qu'il y a des gens qui bénéficieraient de faire ça, d'être un peu plus impliqués et d'être curieux, tu vois. D'être vraiment curieux de, ok, il m'a mis ça, mon coach m'a mis ça, pourquoi il m'a mis ça, je vais lui demander. Et bah, tu sais quoi, je vais aller me renseigner sur ça. Il m'a donné son opinion, mais je vais aller me renseigner aussi sur qu'est-ce que les gens en Mhm. disent. Est-ce que c'est vraiment pertinent? Je dis pas de douter du coach, tu vois, mais d'être curieux. Je pense que d'être curieux, ça pourrait aider des gens. Je suis complètement d'accord avec toi et je pense que c'est d'ailleurs une caractéristique commune d'énormément d'athlètes de haut niveau qui soient curieux et qui ont beaucoup de connaissances. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup d'athlètes de haut niveau qui font du coaching. Le coaching est accessible, mais je pense que pour t'amener à un certain niveau, tu peux pas attendre tout d'une personne parce que ça, c'est quelque chose que je repartage souvent à mes athlètes pour qu'ils se rendent compte parfois des choses. C'est que l'athlète, il a un seul coach, mais le coach, il n'a pas un seul athlète. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est naturel que le coach, bah, il va donner son meilleur pour aider la personne. Mais tu peux pas être dans le quotidien des gens et tu peux pas répondre à toutes les questions auxquelles ils se posent même pas, quoi. C'est-à-dire, tu peux pas. Il y a des fois des sujets euh, où l'athlète pourrait énormément s'améliorer et avoir un gros levier de progression. Simplement, il n'en a même pas conscience que ça existe parce qu'il ne se renseigne pas sur rien. Et le coach n'a pas forcément le réflexe instantané parce que le but du coach, c'est pas forcément
on n'est pas enfin, on fait pas passer une formation en 5 ans sur Exactement, 100% de tous les trucs du powerlifting qui existent. On c'est essaye ça. d'abord, en premier lieu, de répondre aux problématiques que l'athlète rencontre. Et en fait, des fois, il y a des trucs cachés où, bah, si tu es proactif, que tu te renseignes sur le monde du powerlifting, tu te rends compte, et du coup, c'est un super levier pour ta progression. Et comme l'athlète n'a qu'un coach, mais le coach, il a plein d'athlètes, bah, on peut pas, décemment pas, en tant que coach, prendre le temps de parler de 100% de toutes les connaissances et de tous les sujets qu'on connaît à nos athlètes. On peut pas tout 100% leur transmettre s'ils s'intéressent pas. Même si on fait, et moi je suis le premier à avoir fait des formations internes à notre coaching, et en fait tu te rends compte qu'il y a plein d'athlètes qui regardent même pas les vidéos que tu fais, les formations que tu mets à disposition. Ils prennent pas la peine, ils disent des trucs dans les retours. Je dis, toi, t'as pas regardé ma vidéo qui parle de ça. Tu les renvoies et tu dis, ah, mais c'est méga intéressant, j'avais pas du tout cette vision. Oh, le bracing, en fait, moi j'ai toujours pensé que. Ah, tu te dis, bah ouais, Ouais. mais en fait, c'est un truc genre ultra basique. Et moi, c'est tellement basique que des fois, ça me vient même pas à l'esprit, genre de me dire, l'athlète ne connaît pas ce truc aussi fondamental. Parce que moi, dès que j'ai commencé, je me suis tellement spammé de tous les contenus que je pouvais que pour moi, ça me paraît tellement évident que des fois, je pense pas à le dire, quoi. Donc, je suis complètement d'accord. Ouais, Soyez proactif dans votre progression. ouais, complètement. Et en fait, c'est ça, c'est que tu vois, en tant qu'athlète ou que coach, on est 5 ans dans le process, et 5 ans, 6 ans, 7 ans dans le process, et en fait, il y a des choses au bout de 6 ans qui sont Ouais. acquises, et tu as l'impression que ça fait partie de. Tu sais, c'est une évidence, en fait, ça a toujours été la Mm. limite, alors que non, à un moment donné, tu le savais pas et tu l'as appris, et en fait, ben, tu récupères une personne qui est à 1 an de sa pratique, et en fait, il a pas toutes ces infos, et tu te dis, mais du coup, qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il sait pas, qu'est-ce que je dois lui dire, pas lui dire. Est-ce que là, si je lui donne des cues, ça va l'aider, ça va le perdre? Et en fait, est-ce qu'il l'a déjà vu ou pas du tout? Mais tu peux pas faire ce truc de je te dis tout ce que tu auras besoin de savoir sur les 5 prochaines années. C'est pas possible, je vais pas pouvoir le faire. Il va falloir que ce travail, tu le fasses de toi-même, tu vois. Et encore une fois, c'est pas pour dédouaner le coach de lui dire ah, mais Mm. vas-y, le coach, il me fait juste une prog et il travaille pas. Non, mais oh, je Ouais. le paye pour ça. Ben, ouais, mais non, tu le payes pas pour genre l'entièreté de ses connaissances qu'il doit te balancer sur les 5 prochaines années. Enfin, c'est pas Mm. possible. Ça, c'est une formation, comme tu dis. Genre, c'est autre chose, c'est notre travail. Mais Ouais. ouais, enfin, la curiosité, je trouve que ça, le fait d'être proactif, comme tu dis, ça amène tellement plus loin. Et moi, j'adore en plus quand tu as des gens que je coach qui, tu sais, il y aura des retours normaux, et après, c'est, ah, au fait, j'ai vu ça sur telle vidéo, Mm. j'ai entendu ça, t'en penses quoi? J'aimerais bien en discuter. Mais je kiffe, c'est trop bien. Là, je fais 20 minutes de vocaux, tu vois, je suis trop content. Et après, ça part dans le groupe de coaching. Ah, c'est ça, c'est ça. Les vocaux de 20 minutes qui partent dans le groupe de coaching et qui profitent à tout le monde. C'est ça, exactement. C'est, oh putain, j'ai eu telle discussion avec telle personne, ça me fait penser que ben, je vais vous dire ça. Et encore une fois, tu fais 20 minutes de vocaux, et si tu ouvres une conversation et que tu es ben, un des coachés, soit tu te dis, oh putain, trop bien, j'ai du contenu, ou alors, oh flemme, 20 minutes, pas envie d'écouter, tu vois. Mm. Et c'est dommage, parce que tu passes à côté de grave d'infos, quoi. Carrément. Et d'ailleurs, pour conclure un peu, ça m'a fait penser à un truc, c'est marrant parce que j'y ai jamais pensé, tu vois, alors que ça pourrait être basique. En fait, est-ce qu'on devrait pas, en tant que coach, créer un grand quiz qu'on partage aux nouveaux athlètes qui atterrissent en coaching avec nous, on leur partage le quiz, et comme ça, on voit ce qu'ils répondent, et ça nous permet de faire un peu une roadmap de leurs connaissances actuelles, tu vois. Ouais, un peu un contrôle des connaissances, ouais, pour Ouais, voir c'est ce qui ça, a genre un travaillé, gros pas quiz, je sais travaillé. pas, c'est tu peux travailler ça au fur et à mesure en tant que coach, tu vois, genre je sais pas, et si t'arrives à vraiment faire, parce que souvent on donne des questionnaires, mais dans le questionnaire on peut pas tout avoir. Ce serait Ouais, t'as intéressant d'avoir l'essentiel, un quoi. genre d'essayer de faire l'effort, parce que moi c'est comme ça que j'ai fait un peu la petite formation que j'ai. Je me suis dit, bah je pars de la base de la base de la base, comment j'arrive à prendre un athlète de zéro, à lui donner les notions une par une, quelle base il a besoin absolument, et ensuite c'est monter en échelon dans l'optimisation. Je pense que ce serait intéressant d'avoir justement un quiz comme ça, que tu fais remplir à tes athlètes, comme ça tu leur attribues une note de leur connaissance, et potentiellement ça peut identifier les endroits où il manque encore de développement dans les sujets. Ouais, peut-être même eux, tu vois, si jamais ils sont. Tout dépend de leur tempérament, mais si ça peut leur permettre de rendre ça comme un jeu en mode ah, j'ai eu telle Ouais. note, vas-y, tu sais quoi, j'ai envie d'avoir une meilleure note la prochaine fois, du coup, je vais apprendre. Hmm. Mais encore une fois, ça, c'est peut-être une manière pour eux qu'ils apprennent. S'ils n'ont pas l'envie, s'ils n'ont pas Ouais. cette démarche,
on pourra pas le faire à leur place. 100%. Mais ouais, c'est curiosité, C'est proactif. le bon mot de la fin, ça marche. En tout cas, c'était une discussion super intéressante que Ouais, j'ai kiffé avoir avec toi. Donc, je te remercie. J'espère que nos chers auditeurs apprécieront également. En tout cas, ce sera sympa. Peut-être on aura l'occasion un jour de refaire un épisode sur d'autres sujets. Ce serait cool. Et voilà, merci à toi. Merci à toi pour l'invitation, c'était très cool, hein. Avec plaisir.